Il est 20h30 les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. L'ouverture, vous le savez, de cette nouvelle grille, le stream spécial sport. Dorénavant, tous les week-ends, on a ouvert cette antenne il y a quelques minutes avec toute l'équipe autour de Genius, autour du récap sport, First Team, bien évidemment au programme. Et donc ce Ruiz Club spécial week-end, tous les samedis, tous les dimanches, 20h30, 22h30. 2 heures d'information football international. Et ce soir, vous le savez, c'est chaud, c'est très très chaud, et notamment en Espagne avec le Real Madrid qui va jouer dans quelques minutes pour accrocher l'Atlético qui vient de s'imposer. On joue en France avec le LOSC à la chasse, chassé par le Paris Saint-Germain notamment qui s'est imposé. On va y revenir sur le match face à Manchester City, l'actualité du Bayern Munich, l'actualité de l'Inter Milan, l'actualité également du FC Barcelone, des correspondants un peu partout en Europe et toute l'équipe. J'espère que vous êtes chaud avec vous, parce que j'ai le chat juste devant moi. On va construire cette émission ensemble. Merci de nous avoir accompagnés déjà pour le premier viewing. C'était pour le match du PSG entre Manchester City. Je me sens bien, tout va bien. J'espère que c'est également le cas chez vous, tranquillement installés. La salle des machines, ils sont prêts. Les 4 mousquetaires, avec Nico, avec Latif, avec Jérémy, avec Thomas. Ils sont bien installés pour vous proposer le meilleur. Et sur le plateau, ils sont là également, là bien installés. First Team comme d'habitude, avec à ma gauche Monsieur Hamza qui est là. Hamza, ça va? Ça va très bien toi, Alexandre. Tu as pris la place de The King. Tu as pris la place, tu le sais. Tu as pris la place d'Erwan. Il va falloir se montrer à la hauteur. Il va falloir être chaud. Hein. On est chaud, on est chaud. Ravi d'être là en tout cas. Manu arrive. Manu arrive, il court. Manu, premier carton. Hein. Manu arrive avec un peu de retard. En face, 2 sièges qui sont vos sièges, les amis. Vos sièges, là. Pour l'instant occupé par 2 magnifiques demoiselles. Avec nous ce soir, mesdames, avec nous, Assa et Cindy. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors ces 2 petits sièges sont pour vous, je vais vous expliquer, c'est très simple. On va organiser des jeux toutes les semaines pour vous proposer de participer à cette émission. Aujourd'hui, mesdames tiennent cette place pour nous parler ballon, bien évidemment. Passionnés de foot? Oui. Je crois qu'il y a de l'OM et je crois qu'il y a du Paris Saint-Germain. Exactement. Donc on est chaud aujourd'hui. On est chaud. On est chaud aujourd'hui. Avec nous également, ils sont là, ils étaient là mercredi. Regardez-les, installés là, tout au fond, background. Ils sont prêts à chauffer également. Tom est avec nous. Salut Tom. Salut Alex, pleine forme, salut à tout le monde. Et puis un Manu, je le vois qui arrive, Manu pas en retard. Ce serait pas notre Manu national. Il est encore meilleur quand il arrive en retard, je peux te le promettre. Et Monsieur Antoine qui est à côté pour NetBet, bien évidemment, les copains de NetBet pour avoir les meilleures cotes en live. Il y a une grosse soirée là, Antoine. Hein, il y a une grosse soirée qui s'annonce. Salut Alex, ouais, effectivement, des belles cotes au programme. 2 matchs au programme, Lille-Nice et Real Madrid-Osasuna. Et on fera un petit point sur les cotes tout au long de la soirée. On va faire des applaudissements s'il vous plaît parce qu'il vient d'arriver. Il est fort, il est fort. C'est pour qu'on l'accueille. Monsieur Manu est avec nous. Magnifique. Toutes mes excuses, non vraiment toutes mes excuses Alex, bonsoir, merci beaucoup. Salut, je ferai l'amende, c'est promis. Il n'a même pas eu le temps d'enlever le blouson, rien. Il est arrivé chaud bouillant. Bon, c'est bien, premier week-end là. On va se régaler. Hein, on va se régaler. Chose à dire. Le récap a déjà chauffé bien le barbecue. Je peux vous dire qu'on est chaud et ce jusqu'à 22h30. Vous avez vu le gros titre, hein, c'est le Real Madrid qui joue ce soir, attendu parce que c'est le Final Four qui démarre avec l'Atlético, le Real, le Barça et le FC Séville. 4 potentiels candidats au titre et on va aller tout de suite se rendre du côté de Madrid parce que Monsieur Pablo Polo, notre confrère et amigo Pablito, está con nosotros. Salut Pablo. Salut à tous, comment ça va? Comment ça va? Très bien. Très bien. Pendant les gros matchs de ce soir. Bon, match attendu ce soir, effectivement, 21h. L'Atlético s'est imposé de son côté sur la pelouse d'Elche. Donc la bande Zidane va courir derrière l'Atlético. On a en tête le match de la semaine prochaine face à Chelsea, ce match retour de la Ligue des Champions. J'ai avec moi, Pablo, sur la tablette magique, notamment la portada, la une, comme on l'appelle, de Marca, avec ce fameux Final Four. Et en page intérieure, le fait que... on attend la grande rotation de Zizou pour garder au frais, bien évidemment, les joueurs pour Chelsea. Est-ce que c'est bien le cas quand on dévoile ce 11 de Zinedine Zidane, Pablo? Bonsoir. Il y en a des rotations, mais moi j'attendais honnêtement un peu plus de rotations. C'est vrai qu'il y a des joueurs importants qui ne seront pas, qui sont dans les banques. Surtout Kroos et Modric, je pense, qui sont des joueurs très importants pour le match à Chelsea. Mais après, il y aura des joueurs très très importants qui seront à Chelsea. Attention, il y a Benzema par exemple qui
qui a la composition. Il y a Varane, il y a Militao, des joueurs très très importants qu'il va falloir faire attention. Mais c'est vrai que le Real Madrid a besoin de ces 3 points pour continuer à se battre à la Liga, évidemment. L'Atlético Madrid a gagné cet après-midi. Il faut gagner aussi pour le Real pour garder ses options de titre. Pablo, tu es l'une des plus grosses plumes de ce quotidien espagnol qui est le plus lu en Espagne, Marca. Comment vous avez ressenti, on va ouvrir ce plateau, comment vous avez ressenti ce match nul déjà cette semaine face à Chelsea? C'était une désillusion? Ouais, c'était une désillusion parce qu'on n'était pas habitué surtout dernièrement, à regarder un Real Madrid en difficulté à la Champions League. Et par exemple, je me rappelle de 2 matchs à Liverpool. Et la sensation qu'il y avait, c'est que le Real était mieux à match aller. Et même match retour, s'il a eu des occasions de Liverpool, il y avait la sensation, l'impression que le Real avait le contrôle un peu du match. Et par contre, face à Chelsea, surtout à la première mi-temps, on n'a pas vu ça. Alors, il a été un peu inquiétant. Mais par contre, si on peut être aussi optimiste, si le Real était capable, dans un match mal aller, où le Chelsea était vraiment plus fort et il était capable de faire un match nul, mais on attend que le Real soit un peu mieux dans le match aller, un match plus ouvert et un Real encore beaucoup plus concentré et beaucoup plus solide. Tom, tu as un œil sur le chat, parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le Real Madrid. Les amis, on ouvre la table. Comment vous avez senti ce Real Madrid? Très sincèrement. Un Real Madrid, comme l'a dit le correspondant, un Real Madrid qui a été dominé, mais au final, quand on regarde le résultat, on se dit qu'on a un Real Madrid qui a été très clutch, en définitive, qui a été très efficace. Et quand on connaît l'expérience du Real Madrid à ce stade-là de la compétition, on peut être plutôt inquiet, je trouve, pour Chelsea sur le match retour. Ce qui est fort, je trouve, cette saison avec Zidane, c'est la faculté qu'il a à mettre toujours en amont, ou en tout cas, ce sont les joueurs cadres, les joueurs expérimentés qui vont porter ce Real. On l'a vu avec Karim Benzema, on le voit avec la renaissance du milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric. Sergio Ramos a ses pépins physiques. Thibaut Courtois qu'on retrouve enfin à son niveau, on l'attendait à ce niveau au Real et on le trouve à ce niveau. Donc c'est cette faculté, il y a une psychologie que Zidane arrive à avoir avec ses joueurs et ses joueurs cadres qui je trouve à mes yeux en tout cas est fascinante. Mesdames. Tout à fait d'accord avec Cindy. Hamza. D'accord avec Hamza sur les cadres. Je pense que Zidane, il arrive à bien ressortir ses cadres et on le ressent. Pour moi, le Real, c'est comme si vraiment la colonne qu'ils ont, on voit que ça. On voit vraiment que ça sur les matchs qu'ils font à chaque fois. Ils arrivent à gagner, pour moi, avec ça. Après, je les ai sentis malgré tout fébriles sur certains points. Et Chelsea, tactiquement, très bien en place. Après, offensivement, ils ont peiné devant. Je pense que ça leur a fait faux bond. Et là, toi, t'es une pro-Zizou. Tu l'as dit que t'étais une pro-Zizou. Ah, ça. Pour moi, la bataille, ça sera au milieu de terrain. Ouais. Donc, à Chelsea, clairement, au match aller, clairement, Chelsea, ils ont pris le dessus. On parle de Kanté. Franchement, Kanté, il a surpassé le match, clairement. Et on verra au match retour, réellement, ça va se passer réellement au milieu. On verra comment ça va se passer. Mais le match nul, clairement, pour le Real, c'est très bien. C'est un bon résultat pour le Real. Et dommage pour Chelsea d'avoir pas fait en sorte de faire de mettre les buts. Et ce qui est aussi très impressionnant, je trouve, parce qu'on a parlé des cadres, mais il y a aussi des joueurs comme Nacho, comme Eder Militao, qui est à la cave quasiment. Nacho, il a très peu joué cette saison, il a très peu joué la saison dernière. Et ces joueurs-là, on les retrouve au moment clé. On l'a vu face à Liverpool, notamment en Champions League sur la double confrontation. Ils arrivent presque de nulle part et ils parviennent tout de suite à se mettre au niveau. Et ça aussi, c'est la force de Zidane. Même les joueurs qui sont écartés, il arrive eux aussi à les concerner. Et on l'a vu cette saison à plusieurs reprises. Pablo, j'ai là aussi repris les unes du lendemain de ce match face à Chelsea, et notamment donc la une de Marca où il y avait ces empate para seguir soñando, ce match nul pour continuer et pour poursuivre ce rêve éventuel de 14e Ligue des Champions. Benzema qui était à la une avec ce but. En page intérieure, vous parliez une nouvelle fois de la Benzema dépendance. Est-ce que c'est une nouvelle fois vraiment marqué? Est-ce que c'est l'éternel marronnier? Est-ce qu'il faut un nouveau numéro 9 au Real Madrid? Oui ou non, Pablo? Bon, je pense que le Real, il a vraiment son numéro 9, c'est le Karim Benzema. Le problème, c'est les autres joueurs. Et on a fait, nous, on a un papier vraiment intéressant. On a comparé les buteurs de ces autres grands clubs européens par rapport au Real Madrid. On voit que Karim Benzema, il a marqué 28 buts et les deuxièmes buteurs du Real, ce sont le Casemiro, 6 buts, Vinicius, 6 buts. Mais vous regardez le PSG, par exemple, évidemment, il y a Kylian Mbappé qui a tellement de buts, mais après, on dirait la ligne derrière de Karim Benzema,
de Kylian Mbappé, il y a presque 40 buts. Par contre, les autres buteurs de Real, ils s'arrivent qu'à 22, 23 buts. Par contre, tu regardes Bayern Munich, PSG, et même Chelsea, c'est important pour le Real évidemment de trouver des solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui les tests de Hazard face à Osasuna, ça va être important. On va voir si Hazard il est capable de faire quelque chose de différent, et si on voit quelque chose de positif ce soir face à Osasuna, peut-être c'est une solution pour le match à Chelsea évidemment, parce qu'il faut chercher des solutions. Karim Benzema, il ne peut pas se battre contre tout le monde. La première mi-temps, c'est exceptionnel, Karim Benzema, avec un Chelsea vraiment solide défensivement. Et on avait l'impression que lui, il était vraiment capable de se battre face à tout le Chelsea. Mais ça ne va pas arriver tous les jours. Quand vous regardez ces tableaux, là, effectivement, cette page intérieure avec ces comparaisons très judicieuses de la part de Marca sur le différentiel, on voit effectivement la Benzema dépendance, là, cet écart entre les 28 buts de Karim, effectivement les 6 pour Vinicius, Asensio et Casemiro. Il manque une force offensive, vous êtes d'accord? Il manque une force offensive au Real Madrid. C'est affolant, un joueur comme Marco Asensio qui revient tout juste de blessure, qui en est à 6 buts. C'est déjà le deuxième meilleur buteur du Real. Vinicius, qui est loin d'être un cadre, qui a eu du mal à s'adapter, à s'intégrer en début de saison. Il est à 6 buts. Casemiro, on le voit souvent avec son jeu aérien sur les coups de pied arrêtés, il a 6 buts. Mais effectivement, il manque ce deuxième joueur, comme le Paris Saint-Germain, comme tous les grands clubs finalement ont, mais que le Real n'a pas. Si demain Karim Benzema se retrouve indisponible, ça peut être sur une longue période, ça peut être compliqué pour le Real. Mariano ne fait pas le travail en ce moment. Ça pose aussi un problème culturel, je pense, pour le Real Madrid, parce que il y a certes l'exigence des résultats pour le Real Madrid, mais il y a aussi cette obligation de produire du jeu, de produire du spectacle. On se rappelle que notamment le Real Madrid, sous l'ère Capello, avait remporté la Liga. Capello avait dû partir parce que les supporters n'étaient pas satisfaits du fond de jeu. Ouais. Cette Benzema dépendance, quelque part, elle montre un petit peu aussi tous les problèmes qu'ont le Real Madrid aujourd'hui dans son ADN et par rapport à la culture aussi que ce club propose année après année depuis le début de son histoire. Alex, juste pour compléter cette stat, ce qui est important, il a marqué 38,4% des buts cette saison, Karim Benzema. Juste pour comparer, Cristiano Ronaldo, son maximum c'était 37,6% des buts du Real Madrid. C'est dire la dépendance Benzema. Et je rappelle qu'on vous lit dans le chat, et d'ailleurs il y a Kefa 813 qui dit Benzema ne peut pas sortir de l'équipe car sans lui, le Real offensivement dans l'animation et la finition, c'est beaucoup trop faible. Et Karim Benzema ne frappe pas les pénaltys et les coups francs. Oui, c'est vrai, il faut le préciser. C'est ce que j'allais dire. Antoine, c'est logiquement un match sur lequel on va parier ce soir hein, avec NetBet. Est-ce qu'on peut avoir les cotes là juste à quelques minutes du kick-off? Alors Alex, dis-nous. À 10 minutes du coup d'envoi, la cote du Real Madrid sur NetBet est à 1,33. Le match nul est à 5,10 et la cote d'Osasuna est à 8,75. N'oubliez pas, je vous rappelle également que vous avez le petit bonus. Je vous offre un petit bonus avec les copains de NetBet. On vous offre 160 €. Si vous n'avez encore jamais parié, c'est votre premier pari. Ok, il faut être majeur, bien évidemment. La précaution. Vous allez sur NetBet avec le code RuizClub. Avec ce code, 160 €. 150 plus 10 de free bet. C'est ouvert depuis cette semaine. Vous pouvez y aller. Je sais que vous êtes déjà nombreux à vous lancer dans ces premiers paris. Pablo, sur ce match face à Osasuna, et on pense donc à ce match face à Chelsea, il y a beaucoup de choses qui se jouent. On a lancé également ce grand débat autour de Zinedine Zidane, son maintien ou non au Real Madrid, l'arrivée de Kylian Mbappé éventuelle, ce gros chantier de Florentino Pérez, la prolongation de contrat de Ramos, celle de Varane. On a l'impression là que cette fin de saison, il y a bien plus qu'un titre qui se joue dans l'écosystème de Florentino Pérez. Évidemment, je pense que le Real est conscient déjà qu'il faut faire quelque chose à la fin de la saison, qu'il faut faire venir des joueurs top. Évidemment, Kylian Mbappé, c'est le joueur qui est dans la tête du président, de tous les supporters du Real Madrid. Ça ne sera pas facile, mais évidemment, on vient de parler des statistiques de Karim Benzema, de la dépendance de Karim Benzema. Évidemment, le Real le sait. Ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Et après, il y a deux joueurs importants qu'il faut décider qu'est-ce qui va se passer. C'est le cas, comme vous disiez, de Ramos, Varane, évidemment. Il lui manque un an de contrat et cette saison et la prochaine. Et Ramos qui termine contrat, Lucas Vázquez, apparemment, il va prolonger finalement avec le Real Madrid, je pense, parce qu'il y avait une nouvelle offre beaucoup plus forte pour le joueur. Je pense qu'il va prolonger. Et Ramos, Varane, je pense qu'entre les deux, il y aura un qui restera et l'autre sortira, je pense. Et évidemment, faire venir des joueurs importants pour
marquer, pour faire la différence offensivement, c'est clair. J'ai encore cette une également en tête, Pablo. Il y a quelques jours, là, vous mettiez les intouchables, los intocables, en mettant Karim Benzema en position de papa, de grand frère. Il s'approche d'une prolongation avec 4 noms, avec Rodrigo, avec Vinicius, Valverde et Odegaard, qu'on ne pouvait pas attendre forcément, le petit Norvégien. Ces 4 sont vraiment intouchables. Ils forment le futur du Real Madrid, ces 4-là? Je pense que si vous me demandez, c'est l'idée du Real Madrid de les faire intouchables. Si vous me demandez l'opinion, mon impression, c'est qu'il va falloir faire quelque chose encore pour faire un Real Madrid beaucoup plus fort. Évidemment, ce sont des joueurs très jeunes, mais on vient de regarder que Vinicius, Rodrigo, oui, ce sont des bons joueurs, bons futurs, mais ce n'est pas les pressants du Real Madrid. Il faut faire venir quelque chose qui donne des résultats vite. Le Real Madrid n'a pas le temps d'attendre le jeune. Il faut les former, évidemment, il faut faire une formation, il faut faire jouer Vinicius, Rodrigo, mais ça ne sera pas suffisamment pour le Real Madrid. Valverde, évidemment, c'est un joueur très important. Odegaard, je doute, évidemment. On l'a vu avec Arsenal, il n'est pas encore, je pense, au niveau du Real Madrid. Après, il y a des joueurs très importants qui sont difficiles à déplacer. C'est le cas de Ramos, Modric et Kroos. C'est les 3 meilleurs joueurs du milieu de terrain, à mon avis, du monde. S'ils sont à 100%, il n'y a pas de concurrence. Alors, il faut avoir la patience. Et Odegaard, il n'avait pas la patience. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, il faut faire venir des jeunes joueurs, mais il faut faire aussi faire venir des joueurs qui donnent des résultats beaucoup plus vite. Pablo, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 20h45, la kick-off dans 15 minutes maintenant pour ce match. On va vous laisser bosser, bien évidemment, sur la rencontre. Est-ce qu'on peut se retrouver à la mi-temps pour avoir un petit plan de visu? Oui. Parfait. Magnifique. Parfait. À tout à l'heure, Pablo. Plaisir. À tout à l'heure. Merci Ciao. beaucoup. Les amis, vous pensez quoi de l'arrivée éventuelle de Haaland également, côté Real Madrid? Est-ce que vous pensez que c'est le bon profil à aller chercher? Vous avez vu Mino Raiola, là, qui joue comme d'habitude sur sa petite carte de poker, sur sa table de poker, en disant Madrid a peut-être la possibilité d'aller le chercher. Si on part du principe que Benzema reste forcément au Real Madrid l'année prochaine, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'associer justement avec Hollande. D'autant plus quand on a un profil comme celui de Kylian Mbappé, on en adorerait voir en équipe de France l'association Mbappé-Benzema. Quand on voit ce que comment Benzema a pu oui, c'est vrai, j'oublie. On va couper. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on voit comment Benzema a réussi à se mettre au service de Cristiano Ronaldo, quand on voit l'évolution de Karim Benzema sur ces dernières années, on parle beaucoup du buteur, on a beaucoup parlé du buteur là depuis tout à l'heure, mais ce qu'on oublie de dire, c'est les espaces, comment il pèse sur les défenses, les espaces qu'il arrive à libérer pour ses coéquipiers. Il est presque en position, même parfois, de 10, il le dit lui-même, il l'a longtemps dit, parfois une belle passe décisive me procure plus de plaisir qu'un très beau but. C'est peut-être l'influence de Zidane aussi dans tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le profil idéal, c'est plus Kylian Mbappé que Haaland. Je suis d'accord. Pareil, hein. Sincèrement, je suis d'accord avec ça. Haaland, il sera remplaçant. Clairement, Benzema, il est au-dessus. Hein. Franchement, aujourd'hui, Benzema, il est au-dessus. Donc, du coup. C'est énorme, ça. Haaland remplaçant, Benzema titulaire. Ça sera parce ça, que je pense pas qu'ils peuvent s'associer, en fait, tout simplement. Je pense pas que ça soit le bon choix pour Haaland. Après, bon, certes, Kylian, ça serait le profil, mais il va rester au Paris Saint-Germain. On va le laisser tranquille au Paris Saint-Germain encore un petit moment. Après, on verra ça. Hamza, je sais que toi, à la préparation de l'émission, tu me disais de parler effectivement de cette Benzema dépendance. Elle est réelle, on l'a vu là avec les pages de Marca. Je regardais un peu sur ces dernières semaines. On a tous en tête ce but de fou là, marqué dans ce Classico face au Barça. À chaque fois, les notes les meilleures pour Karim Benzema. Je vous le rappelle, la meilleure note dans Marca, c'est le 3 étoiles. 3 sur 3, on est ici, vous le voyez. 3 sur 3 pour Karim Benzema. Nacho également, le défenseur central qui avait pris cette bonne note. Il est partout, à chaque fois. Le relais, bien évidemment, avec Zizou, cette œuvre d'art avec ce petit taconasso, et donc cette position aujourd'hui, au-dessus des intouchables, il y a le papa, il y a le grand frère. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette saison, en tout cas, peu importe avec qui on va l'associer, sur une attaque à 2 ou sur une attaque à 3 avec Benzema dans une position plus axiale, mais on connaît effectivement cette faculté qu'il a à redescendre dans le jeu, parce que c'est un homme, tout à l'heure tu parlais peut-être de l'influence de Zidane. Moi, j'ai l'impression que Benzema, il est né comme ça et il vit le football de cette manière. C'est un joueur qui voit le football à travers son prisme collectif. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises, et je le rejoins sur ce point-là, à quel point il déteste l'américanisation, la NBAisation. Je ne sais pas si vraiment on peut appeler ce terme, mais au niveau des statistiques. Voilà, Benzema, il a mis 28 buts cette saison. Si demain on lui dit, Karim, tu mets 10 buts, 10 passes D, mais tu es champion d'Europe, champion d'Espagne, tu retournes en équipe de France, etc. C'est pas quelqu'un qui est obsédé par les chiffres. Et cette saison, on l'a vu avec Asensio
depuis le retour de l'international espagnol. On l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo. Il a cette faculté, je trouve, à être performant, peu importe l'individu avec lequel il est ou lesquels il est associé. Tom, je passe chez toi parce qu'on est aussi dans des moments de live. On a un œil sur les compositions d'équipe également du match français qui nous attend ce soir. Hein. On parlait du Paris Saint-Germain qui s'était imposé tout à l'heure. On parle de l'Olympique de Marseille qui a fait match nul hier. On a en tête le match de 21h de ce soir. C'est le LOSC qui joue. Ouais, c'est le LOSC qui joue et surtout le LOSC qui doit gagner vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé cet après-midi en battant 2-1 Lens. Du coup, ils ont repris la tête du championnat. Lille qui doit absolument gagner ce soir. J'ai la compo devant les yeux, donc avec le duo Yilmaz-David devant qui avait fait des misères contre l'Olympique lyonnais. Derrière, c'est Araujo, Soumaré, André Bamba. La charnière avec Bonman, Fonte, Selic et Mandava et Maignan au cage. Donc voilà, Lille qui doit absolument s'imposer ce soir contre Nice. Antoine, tu nous donneras les cotes également du match? Je les ai. Please, tu les as? Vas-y. Alors Lille est coté à 1,39. Le match nul est coté à 4,70 et la victoire de Nice à 8,50. Où est-ce que vous mettez votre petit copec là? Match nul. Ouais, match nul. Manu, tu mets quoi là? Non, moi je mets Lille. Hein. Personnellement, Moi aussi, Lille à placer sera sur Lille. Lille. Oui. Lille. Personne met Nice? Tu mets Nice? Ah, j'ai C'est un match en tout cas qui donne envie. 8,50. Non, C'est un match qui donne envie. Non. Non, ça mérite pas ça. Non. Comment vous avez trouvé le match de Paris de tout à l'heure là? Moyen. Les filles, ça commence par vous puisque c'est votre club. Enfin, toi, Non. Cindy, surtout. Ouais, C'est c'est plutôt... Oui. moyen. Toi, c'est Marseille, non? C'est ça. Moyen, vraiment Alors, moyen. Pourquoi moyen? C'est lent. C'est lent. Quand tu vois l'intensité qu'ils ont mis mercredi City, Ouais. on devrait avoir toujours cette intensité de jeu et on l'a pas. Et du coup, c'est lent. Franchement, ils sont pas intéressants à voir jouer en ce moment. C'est pas. Si on joue comme ça mardi, c'est même pas la peine d'y aller en fait. Sans aucune envie, il n'y avait pas d'envie. Ils montrent rien. Tom, tu peux nous rappeler un peu dans la compo quoi, du côté du Paris Saint-Germain que nous avait donné Pochettino, avec en tête effectivement la prévision, on va en parler, de ce qu'a fait de son côté Pep Guardiola avec City. Ouais, le PSG donc a pris la tête du championnat avec cette équipe. On voit 6 changements en tout. L'absence évidemment de Mbappé qui n'était même pas sur la feuille de match. On voit quand même que Neymar était présent en poste de numéro 10, il a d'ailleurs marqué. Sarabia et Draxler sur les côtés. Gay, qui sera absent évidemment au match retour contre Manchester City, associé à Daniel Pereira. Puis derrière Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Dagba et Navas. Finalement, la plupart des cadres étaient là, mais le PSG n'a pas convaincu tout le monde visiblement. Et Manchester City, rappelle-nous, donc dans l'après-midi, Manchester City s'est imposé 2-0 à l'extérieur. Et le coup fort de Pep Guardiola, c'est qu'il a préservé quasiment 100% des 11 affichés face à Paris. Ouais. Manchester City qui allait s'imposer à Crystal Palace. Vous le voyez ici, il y a 8 joueurs qui étaient présents contre le PSG qui ont pu souffler. C'est ça aussi qui est très impressionnant avec la formation de City. C'est un effectif ultra profond. Le Manchester City qui s'est imposé 2-0. Ils ont marqué 2 buts en 1 minute 50. Crystal Palace a craqué. Et surtout, un but magnifique de Sergio Aguero qui revenait enfin sur la feuille de match. Quand vous regardez les zones d'activité là, des demi-temps séparés du match de Paris, nos confrères de l'équipe ont proposé ça au lendemain de la rencontre pour voir effectivement ce côté Mr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec cette position de Paris là, tout terrain, et puis cette deuxième mi-temps où Paris est resté complètement dans son camp. Vous pensez à la lecture de ce que vous avez vu cet après-midi, dans le même temps Guardiola qui a préservé quasiment tout son effectif. Est-ce que Paris a une chance, les amis? Est-ce que Paris a une chance d'y aller, Manu? Mais très honnêtement, je vais réagir à ce que tu as dit. Tu as dit moyen. Je dirais très mauvais. Très mauvais, parce que j'ai pas vu un collectif parisien aujourd'hui. J'ai vu 1 à 2 individualités, à l'image du but de Neymar, qui ont réussi à faire quelque chose. Mais sinon, c'était très fébrile derrière. L'entrée de Kerrer, elle est absolument catastrophique. Et c'est pas pour taper gratuitement ou flinguer l'ambulance. Mais il n'y a pas de... Collectivement, il ne s'est rien passé cet après-midi. Et les questions qui se posent après cette deuxième période de Ligue des Champions cette semaine, c'est est-ce que c'est un déficit physique? Est-ce que c'est une victoire tactique de Pep Guardiola? Ou est-ce que c'est l'habituelle fracture mentale à laquelle le Paris Saint-Germain nous a habitués ces dernières années? Moi, je pense beaucoup plus pour la troisième raison, en raison peut-être d'un réajustement tactique de Pep Guardiola. Peut-être aussi également la fatigue, mais ce qu'on a vu cet après-midi, c'était une bouillie. Ah ouais, vraiment une bouillie. Non, là, je suis d'accord, je reviens sur... Je trouve cette saison, il ne faut pas oublier une chose, on est vraiment sur une année particulière. C'est vrai.
Aussi. Le Covid, la saison qui a démarré au mois de septembre et les gros matchs à partir du mois d'octobre. Les joueurs qui, du coup, positifs, mettent beaucoup de temps à revenir. L'enchaînement des matchs, parce que forcément, calendrier resserré, toutes les équipes vont jouer chaque 3 jours, 3-4 jours. Je trouve qu'on demande beaucoup, mais pas forcément qu'au Paris Saint-Germain, mais à toutes les équipes d'Europe et presque du monde, enfin toutes les équipes qui nous intéressent. Et ok, il y a peut-être moins de spectacles, mais c'est aussi logique, à mes yeux en tout cas, au vu du rythme imposé aux joueurs. Et en fin de saison, il y a une Copa América ou un championnat d'Europe. Potentiellement, pour certains, ils vont peut-être même enchaîner avec des Jeux Olympiques. L'hiver prochain, hiver 2022, si la compétition est maintenue, mais elle devrait l'être, il y a une Coupe d'Afrique des Nations, puis il y a une Coupe du Monde. Enfin, là, aujourd'hui, on va se retrouver, on arrive dans un football où, à mes yeux en tout cas, il y a tellement de matchs. Et on peut, alors peut-être qu'en Manchester City, avoir 35 joueurs de même niveau et faire tourner, tu mets une équipe A, une équipe B, comme sur Football Manager. Et c'est royal, tu gagnes 3-0 tous tes matchs. Et malheureusement, toutes les équipes n'ont pas cette chance et cette opportunité d'avoir autant de qualité, autant de profondeur de banc. Mais il y a moins de blessés au PSG quand même, Hamza, que quand tu regardes par rapport au Ils viennent juste de Barça, au l'avoir au Real complet, Madrid, à tous les grands clubs aujourd'hui européens, j'ai l'impression que pour une fois, Paris peut disposer de ses cadres. Il y a du monde sur le chat qui parle du Paris Saint-Germain. Il y a Alva Cop qui nous dit notamment qu'il va falloir parler de l'arrivée de Pochettino à un moment donné. Est-ce que vous êtes, d'après vous, sur le bon coach C'est trop tôt. Bien sûr. ou pas je trouve. Moi, je suis sur le bon coach. Moi, je trouve que Sauf c'est pour trop tôt mercredi. pour l'instant. Mais sinon, sur le bon coach. Sur le bon coach. Tu ne penses pas qu'il fallait un coach avec une plus grande envergure pour tenir ces joueurs du Paris Saint-Germain? Non, je suis satisfaite de lui. Je pense qu'il y a beaucoup. On est beaucoup. C'est peut-être trop tôt sur certaines Ouais, choses, mais pour moi, moi, c'est trop je trouve tôt quand même encore, qu'il a mis une patte depuis qu'il est arrivé. Il y a eu un changement quand même. Il y a eu un changement. Après, sur ce que Hamza disait tout à l'heure, c'est le seul moment où là on a l'effectif au complet parce que depuis septembre on n'a jamais eu l'effectif au complet et c'est vrai que toute la saison on a peiné, pas que le PSG bien sûr, mais on est un des clubs où on a plus peiné. En Europe, c'est pour tout le monde kiff-kiff. On parlait avec Pablo là, des blessés aussi côté Real Madrid. Toutes les grosses institutions, tout le monde a le même problème, la Covid. Ils ont tous joué le final en Ligue des Champions, donc tout le monde est dans la même situation. Pour ça, pourquoi il faut être à mes yeux en tout cas serein vraiment sur la qualité du football proposé par les Ce que équipes. j'allais redire, du coup tout le monde ne joue pas bien au football en ce moment. Toutes les grandes équipes européennes ne jouent pas bien au football. On n'est pas les seuls dans ce cas à montrer un peu quand même de mauvaises choses. À Sans Liverpool, trop les défendre, mais c'est vrai que Liverpool, c'est l'exemple parfait. C'est Liverpool, une équipe voilà. qui est habituée à jouer au contre-pressing, à justement, Liverpool on les reconnaît pas du à tout. mes yeux, proposer un football très physique, parce que le contre-pressing, il faut y aller. Cette saison, on les voit nulle part. Ils sont perdus. On peut peut-être faire un truc. Tom, on peut peut-être lancer un petit chat là sur quel entraîneur vous verriez au Paris Saint-Germain. Je ne veux pas flinguer Pochettino, hein, bien entendu. Quel entraîneur vous auriez vu au Paris Saint-Germain pour tenir cette formation. On va donner peut-être quelques minutes et envoyer parce que je vois déjà pas mal de propositions. Il y a encore du Mourinho. Qui traîne autour du Paris Saint-Germain. Il y a aussi Rudy Garcia. On va le laisser. Pourquoi ça fait rire? Parce que je sais pas. Il me semble qu'il y a des supporters lyonnais qui aimeraient perdre Rudy Garcia et du coup essayent de lancer la patate chaude au Paris Saint-Germain. Il y a du Allegri, il y a du Klopp, il y a du Sergio Conceição, il y a du Zizou. Là, si on rentre dans le haut de gamme Klopp, Zidane, là par contre. Il y a Kerr Karim qui me dit Domenech. Non, ça va aller non plus. Non, c'est. On prend pas Thierry Henry. On est? Oui, non. Thierry Lauré. Oui, non. Non. Nasser Largué. Oui. Eh bien, celle-là. Jardim, Galtier. Galtier, vous prendriez Galtier à Paris? Galtier a des idées. Franchement, oui. Je trouve avec son arrivée, il y a de nouvelles idées sur le jeu très intéressantes. Comme tu prends Galtier à Paris, toi? Moi, je le prends même à Lyon. Et je vous montre ça là dans la projection avec le match qui nous attend. Rappelle-moi, Tom, le milieu de terrain qui avait été choisi là par l'ami Pochettino en l'absence et en préparation de l'absence de Gay pour Gay Danilo. C'était Gay Danilo et au repos du coup Verratti. Du coup, Verratti était au repos. Qu'est-ce que vous faites les filles là par rapport à ça du coup, par rapport au choix qui était proposé, soit de garder Paredes et de construire autour de lui avec Verratti, Herrera ou Danilo, ou plutôt squeezer du coup sans lui avec du Verratti, Herrera ou encore du Danilo, Verratti? Moi, je garderais, Paredes et Verratti. Paredes, Verratti. Ouais, ça fonctionne très très bien au milieu. Après, Danilo, ça dépend. J'espère qu'il sera dans un grand soir mardi. On ne peut pas savoir, donc c'est ça le problème. Donc on verra. Mais moi, j'aime bien Danilo. Mais tu fais quoi? Tu fais Danilo, Verratti?
C'est même pas une question pour toi, Verratti. En fait. Bah, c'est pas une question. C'est marrant. Pour moi, c'est une question, Verratti. Non, c'est pas une question. Franchement, on peut pas se passer de lui. Sincèrement, tout le monde le critique, mais pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs milieux de terrain au monde. Au monde. Au monde. Si c'était le cas, je pense que le Real Madrid ou autre serait venu le chercher. Ils ont tous essayé. Il y a quelques années, ils ont essayé. Le Barça, ils ont essayé, mais il partira pas. Il est très bien chez nous. C'est le cœur qui parle là. Non, Pour le coup, je vais te rejoindre sur Verratti parce que moi j'ai l'impression que cette équipe du Paris Saint-Germain, quand elle prend la pression, quand il y a un pressing, comme ce fut le cas lors de la deuxième période ce mercredi, il faut des joueurs qui ont cette patte technique, qui ont cette vista et qui peuvent se sortir du pressing et aller chercher justement les points de devant. Donc Verratti, malheureusement, on connaît sa durée d'existence qui est de l'ordre de 50 à 60 minutes, ce qui est le gros problème quand même du Paris Saint-Germain. Mais je ferai débuter Verratti et plus Danilo que Herrera parce qu'il a montré en tout cas dans ses matchs à haut niveau et notamment je pense au match contre c'était pas le Bayern, c'était juste avant. Bref, en tout cas, il avait tenu la baraque, il avait été très solide et on a vu un autre Danilo que celui qu'on avait vu en arrivant au Paris Saint-Germain. Il y a un milieu argentin qui joue un match sur 3 selon Kepa 813. Oui, c'est vrai, non mais t'as raison. Paredes. Il y a un milieu de terrain argentin que oui, c'est vrai, t'as raison, totalement oublié. C'est vrai. Mais oui, non, mais Paredes. Pour une question d'équilibre en fait, peut-être, je sais pas. Mais Mais t'as raison. Mais parce que je joue à 3 milieux. Paredes, Verratti et donc il y a quand même Paredes. Oui, moi c'est à 3. D'accord. Tom, tu me fais un point également sur on approche des 21h là sur l'entrée des équipes et compagnie quand Lille part. Le match entre Madrid et Osasuna vient de partir et évidemment la grosse info c'est la titularisation d'Eden Hazard qui n'était plus titulaire depuis le 30 janvier. C'était contre Huesca, donc c'est un peu un événement et c'est surtout peut-être de bon augure pour le match retour contre Chelsea. Et depuis son arrivée au Real, Eden Hazard, il a manqué plus d'un an de compétition. Si on additionne tous les jours, c'est énorme. Si tu additionnes, effectivement, plus d'un an de compétition pour Eden Hazard. On va aller faire un petit tour en Italie, les amis. Il y a beaucoup de choses également, alors que l'Inter Milan file vers le titre de champion et ce scudetto pour Antonio Conte. On va aller retrouver notre consoeur Michela Macali qui est avec nous. Bonsoir Michela, buonasera. Buonasera, ciao ragazzi. Merci d'être avec nous, Michela. On fait le point sur l'Inter. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a ce titre qui arrive. On imagine la confiance autour du groupe de Conte et de la présidence de Zhang. Je voulais qu'on fasse justement un petit point ensemble sur cette situation économique de l'Inter. Parce que tout semble aller bien, sauf que finalement... rien ne va plus. Ils sont obligés d'aller chercher encore de nouveau des fonds américains. On ne sait même pas bien la provenance à près de 300 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe exactement, Michela? Alors, la situation économique de l'Inter, c'est très, très difficile. On peut dire difficile, mais c'est encore un plus critique, on peut dire comme ça. J'ai, comme tous les jours, écouté pour toi des voix proches que l'Inter qui m'ont dit l'Inter, c'est dans une situation critique. C'est pour ça qu'on cherchait une prête de 260 millions d'euros pour chercher pour l'instant de continuer la saison. Parce que tu sais, la situation c'est, le président veut vendre le club. Mais pour l'instant, il veut sûrement vendre le club. Et la seule solution qu'on peut utiliser, c'est vendre les joueurs plus forts, par exemple Vidal, et utiliser les jeunes. Ça veut dire que si on va utiliser les jeunes comme Di Marco, qui s'est allé à l'Hellas Verona, ça veut dire que peut-être Conte va départir à la fin de la saison parce que c'est difficile qu'un entraîneur va accepter surtout un club qui ne veut pas faire la Champions League au top pour la gagner. C'est pour ça que peut-être que les voix disent que Conte va repartir comme Marotta. Ça veut dire que c'est la catastrophe totale, Alex. C'est pas sûr que Conte va rester, que Marotta va rester, que l'Inter, ça va bien. C'est la solution très différente. Regarde, Michela, je jetais un œil sur tous les entraîneurs qu'a utilisé Zhang, le jeune président Zhang, 29 ans, il faut le rappeler, Steven Zhang, famille richissime, avec son père notamment. 1, 2, 3, 4, 5 entraîneurs depuis 2016, avec Debourg, Vecchi, Pioli, Spalletti et donc maintenant Conte qui pourrait partir si le programme économique de l'Inter ne tient pas. Est-ce que, d'après toi, à l'heure actuelle, on peut dire que Conte, à l'heure actuelle, est plutôt en ballottage défavorable, que lui prendrait la décision de quitter le club, comme semble
être parti pour le faire, Marotta, qui lui retournerait à la Juve. Oui, il faut dire, tu sais que je connais Beppe Marotta, et il faut dire que Beppe Marotta, c'est un grand dirigeant parce que l'Inter a commencé à aller bien, mieux dans la Serie A, merci à Marotta. Mais quand Marotta il a changé l'équipe, il a choisi l'Inter a bien fait, mais au contraire, la Juve a commencé dans les problèmes totaux. Vous voyez, la Juve, c'est pas comme la Juve de Allegri, et ça veut dire que peut-être que Allegri et Marotta vont se remettre en jeu avec la Juventus. On verra les développements, Alex, parce que le problème, c'est ça. Conte, peut-être qu'il va repartir, hein? Peut-être qu'il va à la Juve. Hein? Marotta, peut-être, qui c'est un grand dirigeant en Italie, il va partir et aller encore à la Juve. Sûrement, il va dépendre si l'Inter va changer le président, parce que les salaires plus bas, sûrement, ce ne sont pas beaucoup bien acceptés par Conte ou le reste de l'équipe. Michela, merci pour toutes ces informations. Et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver. Oui, vas-y. Excusez-moi pour le bruit, mais je voudrais te montrer l'avion. Je suis dans l'hangar de l'aéroclub de Bergame, parce que tu sais que je suis de Bergame. Tu sais, de l'Atalanta. Je veux te montrer quelque chose de Bergame, mais il y a beaucoup de pluie et du bruit. Excusez-moi. Non, on t'entend très très bien. Et la prochaine fois, il va falloir faire le duplex dans un avion. Hein. Tu prends le petit avion entre Bergame et une autre ville et tu me fais le petit duplex depuis l'avion. Michela, ce que je te propose, c'est de nous retrouver demain pour nous parler de la Juve, parce que là aussi, il y a une véritable révolution qui est en train de se passer. Oui. Et demain soir, rendez-vous à partir de 20h30 pour faire le point sur la Juve. Michela Macali avec nous en direct de Bergame. Oui, dis-moi, Michela, dis-moi. Je vais te remercier. Je vais saluer tous les amis sur la France. Ciao. Bisous. On t'embrasse fort et merci. Bon, merci, Michela. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'Inter? Parce qu'effectivement, là aussi, là, c'est une affaire. Tout semble vert, tout semble aller. Le titre arrive, effectivement. Conte, ça marche bien. Lukaku, Lautaro. Mais en coulisses, c'est chaud bouillant. Il va falloir faire des économies déjà pour l'Inter avec la situation que tu as expliqué, Alex, un petit peu plus tôt. Zhang vient pour régler aussi plusieurs dossiers. La question notamment du stade, la question du nouvel investisseur, la question forcément de la communication autour du nouveau Scudetto. Et il y a quand même une tristesse dans ce qu'on a entendu de la part de Michaela, notamment de l'éventuel départ de la part de Conte, parce qu'il y a la sensation dans cette saison que Conte a trouvé la clé. On lui reprochait beaucoup, et notamment lors de l'élimination en Ligue des Champions, de demander à ses joueurs d'aller chercher très très haut, de presser très très haut, et quelque part il le faisait contre nature, et souvent l'Inter se faisait piquer. Et on a vu en deuxième partie de saison que l'Inter a joué beaucoup plus bas, et c'est là qu'ils ont commencé à avoir des résultats. On se rappelle notamment du derby face au Milan AC, où ils ont parfaitement maîtrisé leur sujet, et quelque part j'avais hâte moi de voir ce nouveau pragmatisme façon Conte dans une grande compétition comme la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Qu'est-ce que les filles, vous pensez quoi de cette situation? Regardez, ça c'est les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Vous voyez le rébut sur son futur, le sourire et puis l'inquiétude. On ne sait pas ce qu'il va faire, Conte. On ne sait pas ce qu'il va faire. Zhang est venu effectivement également pour le convaincre de rester, tenter de voir avec Marotta s'il va rester. Sachez que Zhang a mené de son côté l'affaire de la Super League. Il faisait partie des 12 frondeurs à partir côté Super League. Vraisemblablement, Marotta, à ses dires, n'était pas d'accord avec la politique de Zhang, et du coup, ce qui a fait que l'écart s'est agrossi pour aujourd'hui donc quitter. Je peux vous assurer que si Michela, qui est vraiment très proche de Beppe Marotta, je peux vous assurer que le retour à la Juve, c'est plus qu'imminent. Je pense que le passeport, tout est prêt et qu'on devrait retourner. Je trouve ça dommage. Pour l'Inter, pour Marotta, pour Conte. Conte à Paris alors. Avec plaisir, je le signe. Mais ouais, Alex, dans le chat, sache que tout le monde dit Conte à Paris, c'est assez incroyable. C'est vrai? Ouais, tout le monde, on en parlait tout à l'heure, les entraîneurs qui pourraient arriver, Conte, c'est une super idée. Il y a aussi la question de Lukaku ou Lautaro, ils vont pas pouvoir garder les deux. Il y a quand même pas mal de questions. Tous les deux à Paris. Il est bon. Vous verriez Conte à Paris? C'est pas mal. Il y aurait du sens parce qu'on connaît le réseau de Leonardo qui est très porté sur l'Italie. Ça aurait beaucoup de sens que Conte vienne à Paris.
Il y a cette fibre italienne à Paris. Moi, alors, je suis peut-être complètement en décalage, mais sur la saison de l'Inter, ok, ils vont finir champions, c'est un exploit pour une première depuis 10 ans, la Juve trustée. Mais le parcours en Champions League, moi je suis désolé, l'Inter ne peut pas se permettre de se faire sortir au premier tour sans qualification pour l'Europa League, parce que effectivement c'est la poule la plus relevée avec l'Adbar, avec le Real et le Shakhtar. Mais une victoire en 6 matchs, alors forcément, je ne vais pas dire c'est plus facile, mais sans Coupe d'Europe, sur une saison, comme on disait tout à l'heure, déjà très particulière, c'est sur la seconde partie de saison que l'Inter a réussi à faire le trou face à la Juve qui s'est retrouvée en délicatesse, mais de manière presque explicable et inexplicable. On ne va pas parler de Milan, qui, à mes yeux en tout cas, n'était pas calibré pour jouer le titre sur l'ensemble d'une saison. L'Atalanta, Napoli. Mais l'Inter, le parcours européen, en tout cas, pour moi, est un vrai point noir sur la saison interiste et celle d'Antonio Conte, parce que c'est aussi l'échec de Conte à mes yeux. Ouais, mais n'oublie pas non plus que le groupe est très très jeune et que justement il a réussi à faire progresser ce groupe. C'est quand même la marque des grands entraîneurs aujourd'hui. Et je trouve que justement ce réajustement tactique choisi par Conte, j'aurais voulu le voir justement en Ligue des Champions. C'était trop romantique ce qu'il essayait de mettre en place en Ligue des Champions cette année. Et j'aurais voulu justement voir un peu plus de pragmatisme, celui qu'on a vu sur la deuxième partie de saison et qui pour moi aurait pu être convaincant au très très haut niveau. Et il y en a des bons là sur le chat. Il faut arrondir les angles. Très bon. Elle est courte, mais elle est bonne. L'Inter, 79 points avant aujourd'hui. Ça, c'est le classement avant cette journée. Juste devant, vous l'aurez compris, le club de Michela, l'Atalanta Bergame, le Napoli, la Juve, Milan et la Lazio vers ce 19e Scudetto. Je vous montre cette petite image ici parce que regardez, je vous l'ai fixé. Zhang est venu, il est là, le patron de l'Inter. Il est arrivé ce jeudi pour finaliser cet apport de nouveaux capitaux dans les fonds de l'Inter. BP Marotta est ici, regarde, juste sous le trait, pour venir voir l'ensemble du groupe professionnel pour célébrer in situ le titre de champion. Je profite de ce classement, les amis, pour également parler de la lutte pour la prochaine Ligue des Champions. Les tickets Champions League qui sont en train de s'arracher. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous le savez, les places bleues, les 4 premières places en Italie, pour la première Ligue des Champions, regardez où est la Juve. Regardez où est l'AC Milan. Regardez où est l'AC Milan, qui était à la bataille pour le titre. Je vous le rappelle, depuis un petit moment. D'après vous, par rapport aux forces en présence, qui va aller choper cette Ligue des Champions? Qui va aller chercher ces tickets pour la Ligue des Champions? L'histoire et le karma voudraient que la Juve termine 5e. C'est ça. C'est une belle histoire pour le football. Tu as raison. Après, ça sera apprécié en Italie en plus. Ce sera apprécié partout, je pense. Ouais, c'est vrai. Agnelli, on peut. Enfin bref, après ça sera un autre débat. Mais après la Juve, oui, ils ont une saison. Quelles sont les équipes qui vous font le plus rêver là, dans ces équipes-là L'Atalanta, énormément. Et en plus de ça, ils sont sur une dynamique assez folle de 7 matchs sans défaite, je crois, dont 6 victoires. En plus, ils ont des scénarios quand même qui pèsent pour eux. Il y a la victoire 3-2 contre l'Udinese, la victoire 3-2 aussi également contre la Fio, qui est complètement arraché. Ce nul arraché aussi un partout alors qu'ils sont à 10 contre 11 contre la Roma. Il y a tous ces scénarios-là mis bout à bout. On se dit que l'Atalanta est presque, moi je la trouve quasiment intouchable. Et en plus de ça, je pense qu'on sera d'accord avec Hamza. Là, il y a du romantisme, il y a tout le romantisme qu'on aime dans le football, il y a tout le jeu en tout cas qui peut nous faire vibrer. En tout cas. Les amis sur le chat, dites-nous parce que je vois que le Napoli est en forme. Sur les équipes qui vont aller prendre la Ligue des Champions, Milan, il mérite. Je vous montre les équipes types là, avec le Napoli également. Ça, c'est romantique ou c'est pas romantique? C'est beau. C'est magnifique. Ouais, c'est romantique ça. C'est pas mal. Il y avait beaucoup de doutes autour de Gattuso, mais petit à petit. Il se fait jeter, je vous le rappelle. Il s'est jeté, remplacé par Spalletti qui arrive à. Est-ce qu'on peut faire à l'inverse, c'est procéder par élimination, Alex? Se dire que moi, par exemple, je vois pas du tout le Milan AC aller chercher cette Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mené 20 journées et on a la sensation que depuis qu'ils sont leaders, ils ont pris un énorme coup sur la tête. Ils ont un autre problème aussi, Milan AC, c'est qu'ils ont toujours perdu contre leurs concurrents directs justement à cette qualification en Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, ils vont en affronter encore 2 jusqu'à la fin de cette saison. Donc ils risquent de perdre des points si la constante se confirme. Et puis en effet, Hamza a commencé à en parler tout à l'heure, la Juve, on peut être inquiet, parce qu'on peut être inquiet pour la Juve. D'un point de vue, je sais que vous allez en parler demain, mais des soucis qu'il y a en interne aujourd'hui du côté de la Juventus. Donc moi, je mettrai une petite pièce sur le Napoli et sur l'Atalanta. Et puis l'enchaînement Milan, Sassuolo, Inter en 6-7 jours pour la Juve. Regardez le calendrier, on va de gauche à droite dans le sens de lecture. Effectivement, pour le Milan, avec la Juve, Torino, Cagliari, Atalanta, effectivement les deux là, concurrents directs. Torino qui est juste au bord des places européennes, qui retourne en boulet de canon avec le changement d'entraîneur il y a quelques mois. Effectivement, le calendrier
calendrier est dur. Tom, pardon. Ouais, le Milan, juste pour dire que le Milan est en train de jouer contre Benevento et qui mène d'ailleurs 1-0. Du coup, ils sont en train de prendre la 2e place de la Serie A. Et ils ont actuellement 69 points, donc ils dépassent l'Atalanta. Donc ils passent devant. À la lecture de ce calendrier, qu'est-ce qui est plus facile selon vous? À la lecture de ce calendrier, il y a un Napoli, match. Napoli. l'Atalanta. Mais je pense que l'Atalanta, malgré tout, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona. ça va vraiment jouer entre la Juve et le Milan, je Ils sont pense. condamnés quasiment, Ouais. si je dis pas de bêtises, contre en Parme notamment. Bref, Et puis le Atalanta Sassuolo demain. ouais. Les amateurs de football en auront pour leur argent. Juste sur Milan, encore rapidement, là, sur ce qu'a fait Pioli pour l'instant à Milan, c'est satisfaisant pour vous? Le fait d'avoir prolongé Ibra d'1 an de plus, le Je te fait coupe de... Alex, but de Lille, but de Yilmaz encore, toujours lui. Bien. Yilmaz. Et Lille 55 reprend ans la de tête sûr. du championnat. Alex, j'en profite pour te dire que Yilmaz était coté à 2,60 en tant que buteur avant le début du match. Donne-moi du coup, s'il te plaît, regarde Antoine, s'il n'y a pas une petite pièce à mettre sur le match nul. Quelle est la cote et quel est le buteur maintenant dans ce match? Quel est le prochain buteur annoncé à une bonne cote? Tu les as déjà La là ou pas? cote du match nul est à 7. 7. À 7, Donc je mets 10 balles, 70. exactement. Pas mal. Et en prochain buteur, moi j'aime beaucoup Jonathan David, qui est coté à 5. Toi, tu nous conseilles Jonathan David? Ouais. Écoute bien, si c'est Jonathan David qui marque, écoute bien. Écoute, fais gaffe, hein. Fais gaffe parce que ça veut dire que la semaine prochaine, je vais t'appeler, je vais dire écoute bien, on fait un ticket tous les deux. Il n'y a pas de souci. Et avec Ludo aussi, de Julie, parce que Ludo de Julie, sur le match qu'on a vécu ici, Paris Saint-Germain, Manchester City, il nous a dit but de Marquinhos et but de Marquinhos. Impeccable. Je regarde également le chrono et l'heure. Ça, oui. j'oublie pas. Non, il n'y a pas de souci. Je sais que vous respectez le ramadan. Oui. Rompre le jeûne, là, c'est passé ou on est comment là? Ouais. 4 minutes, c'est passé de 4 minutes. Ah, mais ça va alors. Tu as la liberté, hein? Tu as la Allez. liberté de vais. te lever tranquillement Bon et de appétit. passer avec nous. C'est la moindre des choses. Merci. À tout de suite. À tout Pour de finir sur Pioli, alors? Moi, je trouve très intéressant ce qu'il a réussi à faire avec, encore une fois, l'alliage entre de très jeunes joueurs et des garçons très expérimentés et très confirmés, voire même un petit peu vieux, si on devait avoir nos principes français. Je pense qu'aujourd'hui, certains. On vient de le joueurs prouver, trouveraient pas 35 ans, Yilmaz Voilà, qui c'est marque. ça. Voilà. Mais on a du mal un petit peu avec ça en France, donc c'est très intéressant. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est la gestion physique de cet effectif. Cette équipe est en train de plonger physiquement. C'est peut-être pas uniquement du fait, bien sûr, de Pioli, mais il y a peut-être quelque chose à revoir en vue de l'année prochaine. Hamza, Ils tu ont aimes? été quand même pas mal touchés par les blessures. C'est vrai aussi, ouais. Un joueur que j'aime Ça, beaucoup c'est le au milieu de spécialiste de terrain. l'infirmerie. Il connaît l'infirmerie européenne. Docteur Armani. J'ai vu les Docteur femmes Hamza. croisées à 2 ans, tu connais. Ça, pourquoi? Non, mais un joueur comme Benasser a beaucoup manqué Beaucoup. aussi à l'AC Milan. Donc, c'est une équipe, je trouve, qui, niveau effectif, est peut-être un peu trop juste. Ça veut dire que si on prend le 11 type, tous à 100%, elle est capable peut-être d'aller chercher la Champions. Mais avec 2-3 blessés à des postes clés, ça peut devenir plus compliqué. Ça, c'est un 11. C'est le 11 type là, sur les dernières semaines du côté de l'AC Milan. Ça, pour toi, c'était cohérent pour aller chercher ce titre? Le titre, non. Non, le Pas titre, le titre non. en Champions League. Non, le titre, non, mais bon, d'accrocher la Champions League, ça serait mérité. Ouais. Malgré tout. Ils ont un bel effectif. C'est un peu court, mais c'est dommage. Après, là, j'ai pas trop compris la signature de Maignan au Milan. Pourquoi? Au niveau de lui ou au départ de l'ami Donnarumma. de l'ami Donnarumma? Donnarumma qui devrait filer à la Juve, hein, je vous le rappelle. Son choix à lui, à Maignan, je sais pas, il vit quelque chose de beau avec Lille, là, cette année. Je sais pas, Galtier lui fait confiance. Je trouvais ça beau de voir ce qu'il fait et j'aurais bien voulu le voir justement l'année prochaine avec Lille. En plus, ils peuvent être champions cette année. J'aurais bien voulu le voir avec Lille en Ligue des Champions l'année prochaine. Après Milan, Parce que c'est pas le problème de Lille aussi, c'est-à-dire que c'est la machine à laver, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi faire du cash à la fin de cette saison. On connaît les difficultés économiques qu'ils ont eues. Et quelque part, Maignan, c'est ce qui se fait. Enfin, c'est un avis très personnel, mais je pense. Tu seras d'accord peut-être, mais je trouve que c'est ce qui se fait de mieux dire non par principe. en français. En termes de gardien français aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux et c'est un très très beau challenge pour lui. Le Milan, il y a un vrai travail, il y a une nouvelle dynamique qui est repartie. C'est un travail sur plusieurs années et ça peut être l'un des grands clubs italiens de demain. Ça, c'est sûr. Et puis il ne faut pas oublier que Maignan, c'est aussi peut-être la chance d'une vie. L'AC Milan, ça va peut-être pas se représenter l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est regrettable parce qu'effectivement, on aimerait voir ces joueurs rester et surfer sur la dynamique d'une saison folle. Maintenant, il y a aussi un choix de carrière.
Je vous montre cette petite info également qui était tombée aujourd'hui dans les colonnes de la Gazette. Vous le savez, on change tout également à Rome. Il va y avoir une valse des entraîneurs à l'été prochain qui va être absolument incroyable. À l'AS Roma, Fonseca qui a pris le bouillon en Coupe d'Europe face à Manchester United 6-2. C'était déjà terminé pour lui sur les jours qui précédaient, mais là c'est terminé, c'est clair et net. C'est l'ami Sarri qui va arriver, l'ancien de la Juve et du Napoli. Thiago Pinto, le directeur sportif qui est arrivé de Benfica. Et on vous a zoomé ici là. Ce sont les joueurs qui devraient rester, ceux qui devraient être sur le marché des transferts. Et sur le marché des transferts, il y a ici l'ami Pastore. Qu'est-ce que vous pensez de Pastore aujourd'hui ? Rien, du coup. C'est un collectionneur de Mustangs. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Sur ces 2-3 dernières saisons, on m'a dit qu'il était plus occupé par ses Mustangs que par le football. C'est malheureusement, on aime tous Pastore parce qu'on aime tous les joueurs de foot comme Pastore. Et malheureusement, c'est plus tout à fait un joueur de foot. Ouais, et sur Milik, du coup, parce que lui devrait rester, et comme il est du côté de l'Olympique de Marseille, vraisemblablement, l'AS Roma va le garder, le récupérer pour la saison prochaine. Bon coup ou pas bon coup de ce que vous avez vu de Milik à Marseille ? Ça dépend du style. Avec Sarri, il y a cette appointance puisqu'ils se sont connus du côté de Naples. Si Sarri s'est bien confirmé que Milik peut bien quitter l'OM, c'est aussi un jeu de poker menteur, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Et si Milik rejoint la Roma, il faudra voir avec qui autour. Mais sur le papier, ça peut être intéressant. Je fais un tout petit break. Nico qui est à la régie. Nico, est-ce que notre confrère du côté de l'Allemagne est en ligne ou pas encore ? Parce que j'ai... Ok, ça marche. On va faire un point sur le Bayern Munich dans quelques instants. Il y a des infos qui viennent de tomber, donc je voulais avoir une intervention en direct. Point sur les matchs. Avec toi, Tom. D'un côté, le Real Madrid, on le rappelle, face à Osasuna, à la chasse derrière l'Atlético qui s'est imposé cet après-midi avant le Barça qui joue demain. Je vous le rappelle que les 4 équipes encore en liste pour le titre de champion en Espagne avec l'Atlético, le Real, le Barça et le FC Séville. Hamza m'a dit il faut qu'on parle du FC Séville. Il a raison, la formation de Lopetegui qui est une très belle équipe. Où est-ce qu'on en est, mon cher Tom? Eh ben écoute, toujours 0-0 malgré une grosse possession du Real Madrid qui a déjà frappé 5 fois au but, ce qui fait que ce match nul n'arrange pas du tout les merengues parce qu'ils seraient à 4 points de l'Atlético Madrid. On l'a déjà dit, mais ce soir c'est presque victoire obligatoire. Donc 0-0 à la 20e minute, il va falloir pour le Real pousser encore. Je regardais les matchs avec vous, on a observé tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît Tom, le 11 de départ du Real Madrid, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, le temps que je rechoppe encore une info là, sur le Real. On peut le voir ici. Vas-y. Il y avait 4 changements par rapport au match contre Chelsea. Alors, la grosse info, c'est évidemment Eden Hazard qui est titulaire. Sinon, il y a quand même les cadres Karim Benzema, Casemiro, Vinicius Junior qui est encore là, Asensio. Donc, pas énormément de changements, mais on l'a dit, le Real n'a pas la profondeur d'un Manchester City, par exemple. Donc, il ne pouvait pas se permettre de faire plus de changements. Donc, 4 changements, c'est déjà beaucoup. Voilà ce que nous a proposé l'ami Zinedine Zidane. Magnifique, on passe d'un championnat à l'autre. On parlait de Milik, je voulais qu'on ait un œil également sur l'Olympique de Marseille. Ce match nul, du coup Cindy elle va pas parler du tout. L'OM qui a fait match nul face à Strasbourg. Quel visage de l'OM pour vous? Regardez le 11 de l'ami Sampaoli face à Strasbourg. Mandanda donc dans les buts avec Balerdi, Alvaro, Kaletachar, Lirola à droite, Nagatomo à gauche, Thauvin, Camara, Rongier, Payet, Milik qui était donc titulaire. 3 changements. Luis Enrique qui a fait une bonne entrée puisqu'il offre le ballon de l'égalisation. Benedetto, bonne entrée, puisque c'est lui qui réalise. Donc on va dire peut-être que le coaching de Sampaoli est bon. Et Gay qui est rentré. Est-ce que cet OM vous a plu? C'est toi le spécialiste de l'OM. Non, mais je vais y aller. Ça manquait de percussion. Ça manquait de beaucoup de choses, en tout cas, pour pouvoir exister. Je sais que Sampaoli a beaucoup attaqué son milieu de terrain, Thauvin, Camara, Rongier, parce que justement, il voulait bien que son équipe aille chercher dans le dos de la défense de Strasbourg, puisqu'on sait qu'elle est un petit peu lourde, cette défense, et qu'il y avait la possibilité, notamment avec Milik, d'aller leur poser beaucoup plus de problèmes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'occasions aussi pour cet Olympique de Marseille. Une première mi-temps qui a été bien trop terne, en tout cas, pour pouvoir espérer mieux que ça. C'est presque Strasbourg qui peut avoir des regrets. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, sur le football proposé par Sampaoli depuis le début de saison, alors il n'a pas choisi l'effectif, c'est vrai, forcément, donc on attend de voir au prochain mercato. Mais j'ai une interrogation autour de Camara. Est-ce que Camara au milieu, c'est Sampaoli compatible ou pas? Je trouve que les meilleurs matchs, alors il y a forcément une marge de progression élevée et rapide, parce que l'OM arrive de tellement loin qu'on a l'impression que chaque nouveau match est un pas en avant sur le football proposé par les hommes de Sampaoli maintenant. Je trouve que Camara absent, au milieu de terrain en tout cas,
ça va plus vite. On l'a vu notamment face à Nice, il était suspendu. Ouais. On l'a vu très récemment, j'ai plus l'adversaire en tête, mais Camara, sa place, à mes yeux en tout cas, là, en défense centrale, encore plus avec ce que veut proposer Sampaoli. On verra la saison prochaine, s'il reste à l'OM, ce qu'il fera de Camara, parce que c'est une vraie incertitude, une vraie interrogation que j'ai. En tout cas, Alex, Marseille est clutch parce que c'est le 8e point qui rafle en Ligue 1 après la 85e minute. Seul Lille fait mieux cette saison avec 9 points. 5e match sans défaite pour Sampaoli et ses joueurs qui sont toujours dans la course à l'Europa League. Depuis qu'il est arrivé, du coup, vous lui donnez quoi? Un bon point? Pas un bon point? Sampaoli, c'est séduisant pour vous? Je regardais un peu la presse là, ces derniers jours. Effectivement, l'Europe, avec l'objectif principal de l'Olympique de Marseille, ça c'était dans les colonnes également de la Provence. L'Europe coûte que coûte. Le projet Longoria, avec tous ces chantiers qu'il a à bâtir du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a plein de dossiers. Hein. Le dossier Germain, qui n'est même pas entré en jeu une nouvelle fois dans ce match. Vous voyez, Sampaoli, le redresseur de tort, là on remonte dans le temps. Et puis on s'arrête sur ça, parce que là je veux avoir votre avis sur Thauvin. Qu'est-ce qu'on fait, les amis, avec Thauvin? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit quitter le club? En déroulant, je me rappelle qu'il y avait cette approche là, de l'AC Milan qui semblait intéressé par lui. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Il doit rester, partir? Le problème, c'est que c'est Thauvin qui a les clés de toute cette affaire entre les mains et qu'on ne sait pas tout à fait quelles sont ses intentions. Là, encore une fois, on parle de joueurs... Alors, a priori, on disait en début de saison qu'il voulait juste avoir un salaire qui soit à la hauteur d'autres cadres de ce vestiaire. Et c'est vrai que ça pouvait être incompréhensible de voir les émoluments actuels de Thauvin. Malheureusement, l'OM, j'ai envie de dire, n'a pas forcément la main sur ce dossier-là, j'ai l'impression. Alors Thauvin, à mes yeux, s'il prolonge aujourd'hui, enfin s'il accepte de prolonger, parce que ce sera aussi du gagnant-gagnant avec l'OM, c'est que l'OM, à mes yeux, ne voudra pas perdre une valeur marchande aussi importante que celle de Florian Thauvin. Je pense qu'aujourd'hui, l'OM doit partir sur un renouvellement d'effectifs, un renouvellement de joueurs. Il y a des joueurs qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il faut juste amener du neuf, du sang frais. Thauvin n'est pas un mauvais joueur, mais il faut partir sur autre chose. Et on sait que Sampaoli, on a vu des noms sortir, notamment du côté de l'Argentine, Thiago Almada. Il y a plusieurs joueurs qui seraient pistés. Là, Longoria a dit qu'il y a des noms qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Je pense qu'il faut vraiment partir sur un nouvel OM avec des nouveaux noms, des nouveaux joueurs. Il y a un nouvel entraîneur. Faisons table rase du passé et repartons sur de nouvelles bases. Assa qui a donc rompu le jeûne, qui était avec nous debout. Elle revient juste pour l'Olympique de Marseille. Elle est forte. Assa, sur le chat, ça bombarde un peu. Tom va confirmer, je crois. Sur Thauvin, c'est plutôt out. Hein. Ouais, c'est assez surprenant. Les gens n'en peuvent plus. Dehors Thauvin, ça y est, c'est terminé. Nul Thauvin dehors, donc c'est assez impressionnant. C'est chaud ça. C'est assez chaud. J'en profite. Le gardien d'Osasuna vient de lâcher 2 énormes parades, dont une sur Eden Hazard. Donc ça commence à chauffer pour Osasuna. Et Eden Hazard qui est coté à 6,50 en tant que prochain buteur sur NetBet. 6,50. 6,50. Pas mal, hein, belle cote. 6,50. Assa, Thauvin, tu le gardes ou pas? Non. Ah oui, d'accord. Non, sincèrement, il a fait son temps, moi je trouve. Il a besoin de partir, ne serait-ce que pour lui, pour l'équipe de France, pour plein de choses comme ça. Ça serait bien qu'il parte, Oui, pour puis connaître un nouveau... Pour son bien, il doit partir. Exactement, psychologiquement. Souvenez-vous, ça c'était le 2 avril. En plus, il y a eu quelques conflits la semaine de la nouvelle donne. On se disait que, comme il était peut-être dans une possibilité de rester à l'Olympique de Marseille, au contraire de plusieurs profils, dont je l'ai annoncé, dont Valère Germain ou encore Strootman et autres, qui appartiennent toujours à l'Olympique de Marseille. Tu penses quoi du coup? Parce qu'on était en train d'échanger là, en ton absence, sur Sampaoli. Toi qui aimes l'OM, est-ce que tu es contente depuis l'arrivée de Sampaoli? Est-ce que c'est mais après, oui, j'aime bien. Après, il faut l'effectif qui va avec. Donc du coup, là, pour moi, c'est... faut recruter. Sincèrement, il faut recruter. Il y a des cadres, entre guillemets, Payet, Germain, les choses comme ça qu'il faut laisser partir, clairement. Comme ça, fais gaffe. Hein. Oui, non, mais clairement, il faut laisser partir et recruter. On a besoin de... Ça, c'est le 11 qui était cet après-midi, hier, face à Strasbourg. Là, tu gardes qui? Tu jettes qui? Je garde la défense, je la garde. Tu gardes toute la défense? Sauf Nagatomo. Sauf qui? Le 25. Nagatomo. Enlève Nagatomo. Ouais. Ok. À ma vie, il était bien revenu. Bon, là, il est blessé, mais on verra. Au milieu, tu gardes qui? Je garde les deux, j'enlève Thauvin. Ok. Voilà. Ok. Camara, tu gardes, mais dans cette position, parce qu'on évoquait ça, tu gardes là? Ouais, je le garde au milieu. Ok. Rongier, tu gardes? Rongier aussi, je le garde. Rongier, tu gardes. Payet et Milik?
En fait, Milik pour un remplaçant. Ouais, Donc je recrute. Donc j'ai mis une barre. Je recrute un bon attaquant et Payet, non, je le garde pas. Tu gardes pas? Non. Ça fait du monde quand même. Hein, Ça va te coûter cher. il faut de l'argent. Ah oui, Sur ton 11 de départ, t'en vires quand même 3,5, 4. On va dire. mais ça va. Alex, t'en as pas parlé, mais il y a Nix 95 qui dit Mandanda aussi, il faut peut-être en parler. Voilà. C'est vrai, alors Merci. qu'on fait avec Steve, on fait Merci ça. Tom. Ah, non. Merci Tom. Merci. Non? Ça y Pour la est. jeunesse un peu, mais Ça y bon. est. Il faut qu'il reste en tant Y a que pas dans le d'argent. staff, dans le cadre, il peut être remplaçant, il peut rester à l'OM en tant Donnarumma, que. non? Si. Non, mais Vendre bon. le Vélodrome. Franchement, je respecte énormément Mandanda, je respecte énormément ce joueur, mais je pense que quand on parle de renouveau, Sampaoli qui arrive, Longoria qui recrute des joueurs très intéressants comme Lirola, que Ouais. franchement, bon, parisienne, on le sait, j'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Balerdi aussi, c'est des joueurs vraiment intéressants, donc je pense qu'un gardien, un jeune gardien ferait du 109 à l'OM, je pense que ça serait pas mal. Et il faudrait que Gay soit titulaire. Ici? Ah ouais. Ok. Donc ça, tu gardes. Et- Il y a pas mal de changements à l'Olympique de Marseille. C'est marrant de vouloir couper les cadres parce que j'ai la sensation que Sampaoli peut apporter à l'OM justement dans le management des cadres. Et typiquement, on parlait de Payet ou de Mandanda. Déjà, on le voit au niveau de Payet. J'ai l'impression que Sampaoli, dans sa gestion de Payet, pour le moment, il a réussi là où certains ont échoué. Ça ne veut pas dire que Payet ne le trahira pas dans plusieurs mois ou dans quelques semaines. Ouais, Ça c'est peut vrai, arriver très c'est vrai, très vite. c'est vrai. Mais je trouve qu'en tout cas, s'il y a bien une réussite de Sampaoli, c'est bien ça. Non mais encore une fois, sur Dimitri Payet, moi je suis désolé, alors il y a beaucoup de défenseurs d'André Villas-Boas dans le monde et je les salue, mais à un moment donné, quand tu as un joueur comme Dimitri Payet, c'est un joueur qui aime jouer au ballon. C'est pas un joueur à qui tu vas demander 90 minutes, tu vas faire des courses, 90 minutes, tu vas défendre, et un jour, à un moment donné, si Dieu le veut et que ton crampon droit il est bien lacé, tu vas nous mettre une frappe de 25 mètres qui va trouver la lucarne. On l'a souvent vu lors de la première saison. Si l'OM va en Champions League, individuellement, c'est parce que Payet il te sort une saison de malade et que dans les buts, Mandanda, il fait des arrêts et il te permet de gagner des matchs ou de conserver des points de match nul Ah non. presque inespérés. Ça a marché une année, mais à un moment, Dimitri Payet, je pense que lui aussi, il a besoin d'un entraîneur qui peut lui apporter ce toucher de balle, l'accumulation, de la responsabilité déjà au niveau du jeu et lui permet de toucher le ballon, de retoucher le ballon. On Non, nous mais sur parle Payet, d'Alban y a pas de Lafont, problème, hein. on nous parle de Maignan, hein, je crois, Tom sur le Ouais. chat. À l'OM Ouais. Il y a aussi Kefayu 113 qui dit, excusez-moi, mais où Marseille va trouver l'argent? Parce que c'est quand même Bah la oui, grande bah, c'est interrogation de ce mercato. Bah, Manu l'a dit, Parce qu'il va vendre on va vendre Camara, pour la vente de Camara. le Camara. Ouais, mais Camara. Camara, Camara. Tu va verras prendre qu'il 50 restera Il n'y a millions. pas assez. Il va pas rester. Il n'y a pas assez. On file en Allemagne. On vient de nous annoncer là, la présence de Hardy Hasselbrück qui est avec nous, notre confrère, l'une des plus grandes plumes germaniques et grande signature de l'hebdomadaire Kicker qui est avec nous. Bonsoir Hardy. Ouais. On a un tout petit problème de son, mais ça semble, ça va arriver. Est-ce que Hardy, est-ce que tu nous entends bien? Oui. Oui, magnifique, ça y est. On t'entend parfaitement. Hardy, merci d'être avec nous une nouvelle fois pour nous apporter cet œil avisé d'expert sur la situation de la Bundesliga et notamment du Bayern Munich. Hardy, ça a été le feu là. Là, on a vécu des semaines de feu bouillant au Bayern Munich avec ces frictions entre Salihamidzic, le directeur sportif, et Flick, l'entraîneur. Rien ne marchait entre les deux hommes. Flick est au départ, visiblement pour remplacer Jogi Löw à la fin de l'Euro, et l'argent était sorti pour aller chercher Nagelsmann. Que s'est-il passé au Bayern Munich, Hardy? Bon, il faut dire que la relation entre Flick et Salihamidzic était détruite il y a longtemps déjà. Le problème, c'est aussi que au Bayern, c'est le club qui décide les transferts et les entraîneurs, ils n'ont pas les droits de parler sur les transferts. Est-ce que du coup, parce que je regarde là sur la petite tablette magique les noms et les forces en présence au sein du Bayern Munich, à la une de Kicker, on parlait toujours de Flick sur sa volonté de départ. C'est quelqu'un qui restait muet durant de nombreuses semaines. On comprend qu'il y avait deux camps au Bayern Munich. Il y avait d'un côté les pros Salihamidzic et de l'autre côté les pros Flick, avec Enes, avec Rummenigge, avec Oliver Kahn. Est-ce que la sérénité règne réellement au Bayern Munich? L'élimination face au Paris Saint-Germain et tout ce qui se passe en interne. Est-ce que c'est un club serein aujourd'hui?
Oui, bien sûr, comme toujours. Mais au Bayern, c'est réglé que c'est le club qui décide les transferts. Alors, l'entraîneur, ils n'ont pas les droits de parler sur les transferts. C'est uniquement la décision du club. Je regardais là sur ces photos là en page intérieure de ton canard et également des confrères de Bild, cette scission, cet écart entre d'un côté là sur le banc la position de Flick et de Salihamidzic, ça n'a jamais marché entre eux, jamais. C'est difficile à dire, mais il y avait toujours une petite rivalité entre les deux. C'est-à-dire, par exemple, Salihamidzic, il a transféré un joueur comme Roca de l'Espagnol de Barcelone et l'entraîneur Hansi Flick, il n'était pas d'accord. Il voulait autre joueur, mais il n'avait pas le droit. C'était la décision de Salihamidzic et la décision du club, c'est tout. Et du coup, Nagelsmann arrive. Il a 10 ans et demi. Il coûte 25 millions d'euros. Il arrive en provenance de Leipzig. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Hardy? Tu m'avais dit que c'était un nom qui revenait très très vite là, du côté du Bayern Munich. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon entraîneur à aller chercher pour le Bayern, Nagelsmann? À mon avis, c'était la seule solution parce que les grands entraîneurs allemands, ils n'étaient pas capables de venir. C'est-à-dire Jürgen Klopp, il est lié à Liverpool, Thomas Tuchel est lié à Chelsea. C'est-à-dire Julian Nagelsmann, c'est le troisième choix. Il n'était pas libre, alors le Bayern a payé très très cher pour lui. Je regarde effectivement sur le top 5 là, des plus gros transferts d'entraîneurs sur cette ère moderne, on va dire. Nagelsmann va se positionner en numéro 1 à 25 millions d'euros pour un coach. Devant Villas-Boas, ça date un petit peu, qui avait quitté Porto pour Chelsea pour 15 millions d'euros. Rodgers du Celtic à Leicester, 10,9. Amorim de Braga au Sporting, où il est actuellement et qui marche bien à 10 millions d'euros. Et même, regardez, dans ce top 5, il y a encore la position de Mourinho, qui avait quitté l'Inter pour le Real Madrid pour 8 millions d'euros. Hardy, Nagelsmann vaut 25 millions d'euros aujourd'hui alors que c'était le choix 3? Oui, bien sûr, bien sûr. Même s'il est très cher, ils n'ont pas eu une autre possibilité, le Bayern. Parce que c'était clair et net, l'entraîneur pour le Bayern, il devait parler allemand d'abord. Alors, ils n'ont pas eu le choix de chercher ailleurs. C'était que Nagelsmann qui pouvait venir. Et quand on regarde ce 11 qui se profile pour la saison prochaine, Hardy, nos confrères communs de Bild ont présenté ce 11-là avec un format on va dire en 3-4-3, Neuer dans les buts, Hernandez ou Upamecano qui arriverait dans les valises du coup de Nagelsmann en provenance de Leipzig, Zule, Kimmich, Goretzka, Davis, Gnabry, Sané, Müller et Lewandowski. Je fais une petite parenthèse. Benjamin Pavard, c'est out, Hardy? Non, je ne crois pas. C'est un système qui est fort bien possible, mais c'est même pas dit que Zule va rester au Bayern. Alors, tout est possible encore. Avec Nagelsmann, avec Pavard aussi, parce que Benjamin Pavard, c'est un champion du monde comme Lucas Hernandez et ils vont être des joueurs de clé pour Nagelsmann aussi. Et j'en profite là parce que ça aussi, j'ai aimé cette petite info là. Choupo-Moting va rester. Un an de plus, on lui met un petit contrat à Choupo qui était arrivé comme ça en France. On riait certains de voir Choupo arriver au Bayern Munich, mais il a été là au bon moment et finalement ça semble être un joueur de complément, peut-être, mais de choix pour le Bayern Munich, Hardy. Oui, bon, mais il faut dire qu'il a marqué 4 buts en Ligue des Champions.
il a marqué des buts importants en Bundesliga finalement. Et il faut dire, c'est un bon gars, Choupo, et c'est un bon joueur pour être la réserve pour Lewandowski. Alors, il a bien mérité son nouvel contrat. Hardy Hasselbroek qui est avec nous en direct depuis l'Allemagne. Hardy, mille merci. Mille merci, je le dis très sincèrement, de nous offrir cet œil avisé en ce samedi soir. Est-ce que je peux te passer un petit coup de téléphone demain ? Oui, bien sûr. Magnifique. Merci d'être avec nous, Hardy. Merci et à demain. À demain pour tout ce Avec complément plaisir. d'informations. Vous êtes nombreux là aussi à réagir. Tom, sur le chat, sur les positions du Bayern et notamment sur Choupo. Hein. Ouais, Choupo. Sur Choupo-Moting, ça fait beaucoup réagir. Choupo le frérot. Le roi Choupo même. Choupo. On a écrit, pour revenir sur Nagelsmann, il y avait un commentaire qui était intéressant qui disait qu'il avait déjà la pression avant même d'arriver. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes parce que depuis Ancelotti arrivé en 2016, il n'y a pas un seul entraîneur qui est resté plus de 2 ans. Vrai. Et on sait que c'est un entraîneur qui est très moderne, qui utilise des drones à l'entraînement, qui utilise des grands écrans géants. Du coup, ça va faire bizarre de le voir arriver dans cette vieille maison qui est le Bayern Munich. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là, les amis Manu, Hamza, les filles, là, sur ce qui se passe au Bayern. 25 bars. 25 bars. C'est juste Vous vous rendez compte, hein, c'était l'option 3. Vous avez bien compris, hein, c'était l'option 3, Nagelsmann. Et malgré ça, on va mettre 25 bars pour aller le choper. Déjà, c'est dire la tranquillité du Bayern Munich, déjà. Parce que là, on est peinard pour lâcher 25 millions sur un entraîneur, sur un coach. Donc, on est franchement peinard. Est-ce que, selon vous, c'est le bon coach de la lecture que vous avez de ce qu'on peut voir de Leipzig ou pas? C'est le coach. Moi, je suis hypé, très sincèrement, par Nagelsmann et le Bayern. Maintenant, la question, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs minutes maintenant. Le Bayern, le problème, c'est la cohabitation avec Hasan Salihamidzic. Est-ce que Nagelsmann, le duo, va-t-il marcher Salihamidzic-Nagelsmann? Si le duo marche, le Bayern pourra prospérer. Mais si là aussi on part sur des difficultés... On l'a compris, hein, c'est-à-dire que Nagelsmann n'aura pas son mot à dire sur ce que va dire Salihamidzic sur les transferts. Hein. On a dû lui promettre des choses quand même, j'imagine, notamment dans les méthodes de travail. Et dans la Mécano est arrivé déjà, complètement, dans ses valises. Et aussi dans la façon de fonctionner. Je pense que le Bayern est une immense institution, mais le Bayern a montré dans l'histoire qu'ils savent se remettre en question. Et d'aller chercher Nagelsmann, c'est pas anodin, c'est que je pense en interne, il y aura des choses qui vont être faites différemment. Flick était un excellent entraîneur, et c'était pas un problème d'entraîneur qu'il y avait au Bayern, c'était un problème, je pense, de recrutement, et c'est peut-être là où on va aller justement sur Salihamidzic. Merci. Flick, effectivement, bon coach quand même. Hein. Le gars est arrivé à l'arrache en milieu de saison, et il est fini par être champion d'Europe, champion d'Allemagne. Bon, ça c'est peut-être plus easy en Bundesliga avec le Bayern Munich. Flick, c'est aussi un coach que vous verriez ailleurs sur la scène européenne. Là, il a choisi l'option fédérale, logique. Une option où il était déjà habitué. Il a travaillé avec Jogi Löw. Il va prendre la Nationalmannschaft au sortir de l'Euro. Je ne dis pas que c'est confort, mais c'est plus pépère qu'aller se frotter au championnat. Il y a un championnat d'Europe qui arrive en 2024 en Allemagne. Ça aussi, je pense que c'est un défi personnel pour Hansi. Oui, et puis il y a un gros chantier à mettre en place au niveau de la Nationalmannschaft. On le voit avec des choix. Est-ce qu'il faut faire revenir certains cadres? Est-ce qu'il faut en couper d'autres? Donc je pense que pour un entraîneur qu'on ne connaissait pas quand même il y a un an et demi, c'est extraordinaire ce qu'il a déjà réussi à faire et c'est extraordinaire la position dans laquelle il se retrouve. Par contre, si on peut revenir quand même un petit peu, Alex, sur ce que notre correspondant nous disait tout à l'heure, moi quand j'entends parler de Choupo-Moting de cette manière-là, je suis très inquiet pour le Bayern parce que s'il y a bien une analyse, et on en parlera aussi sans doute avec le cas Benjamin Pavard, s'il y a une analyse sur l'élimination du Bayern Munich en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, c'est que quand Lewandowski n'est pas là, il n'y a pas de profondeur de blanc. Il n'y a pas de numéro 2. Très clairement, le Bayern Munich ne peut pas se permettre de jouer un quart de finale de Ligue des Champions avec Eric Maxime Choupo-Moting. On l'aime énormément. C'est la tout cœur du Paris Saint-Germain. Beaucoup de gens ont acheté le maillot, etc., etc. Pour des notions, encore une fois, tu vois, très romantiques. Mais très clairement, le Bayern Munich doit avoir une arme numéro 2 à côté de Lewandowski. Non mais Robert Lewandowski, c'est pas tu tapes dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. J'entends bien. Lewandowski, je ne pas un deuxième Lewandowski, mais au moins un joueur de complément, quelqu'un qui puisse le remplacer. J'ai l'impression, on peut faire peut-être le comparatif avec le Real. Benzema, Lewandowski, Choupo-Moting, Mariano. Sauf qu'il y en a un qui réussit à s'adapter, à performer peut-être là où on ne l'attend pas. Et puis il y en a un autre qui a eu une première, une deuxième, une troisième chance, mais Mariano, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais aujourd'hui encore, il n'y arrive pas. Tu disais, Cindy, que c'était mérité, ça Je suis d'accord avec lui dans ce qu'il dit que derrière Lewandowski, il devrait y avoir mieux au Bayern. Choupo. Mais c'est quand même mérité pour tout le travail qu'il fait. Et franchement,
À chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, il a répondu présent malgré tout en Bundesliga et malgré tout en Ligue des Champions. Il a aidé Paris cette année. C'est aussi pour ça que tu t'es laissé. Non, mais sincèrement, franchement, c'est mérité malgré tout, parce que c'est un bosseur. Franchement, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui aimeraient avoir des joueurs comme lui dans un effectif qui dit rien, tu vois, qui est là, qui attend, et dès qu'on lui demande d'être là, il est présent, il répond présent malgré tout. Est-ce que ça a de la gueule pour vous ? Non. Est-ce que ça a de la gueule pour la saison prochaine avec le squelette mode Nagelsmann, avec ce 3-4-3 ? Est-ce que ça a de la gueule ? À une exception près, moi ça me plaît énormément. L'exception, ça s'appelle Zoule. Ouais. Et sinon, le reste, on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. Hernandez nous a beaucoup plu lorsqu'il était repositionné en défense centrale. Upamecano, on connaît ses qualités, on connaît sa polyvalence. Kimmich, Goretzka, j'aime beaucoup, j'adore le milieu de terrain du Real. Ouais. Ça, c'est un milieu de terrain qui me plaît beaucoup. Davies, Gnabry, incroyable. Sané, j'aimerais le voir passer ce cap de l'efficacité dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres. Müller est revenu à une forme incroyable et on espère que Lewandowski... Pour moi, Sané, pour l'instant, c'est un bouillon. 80 millions d'euros. D'accord. Moi, je me arrivé, pour moi, pour l'instant, bouillon. Il a fait un match où il est entré, c'était il y a quelques semaines, il est entré, je crois, à la mi-temps, il est sorti. Mais il n'a pas pris encore la mesure de ce transfert. C'est un jeune joueur, c'est aussi un pari qui va chercher le Bayern Munich, mais pour aller mettre autant, j'ai une interrogation. Je fais un petit coucou d'ailleurs à tous les copains, c'est vraiment très personnel. D'Evreux, moi qui ai grandi du côté d'Evreux, les Broïciens, Upamecano. Et Upamecano, provenance Évreux. Je posais la question tout à l'heure à notre ami Hardy sur Benjamin Pavard. Vous le voyez rester du coup au Bayern Munich ? Oui. Par sa polyvalence, Rappelons-nous quand même que Pavard, à Stuttgart, il joue dans une défense à 3 dans l'axe. Lorsqu'il arrive en équipe de France avant la Coupe du Monde, il joue défenseur central à Stuttgart. Deschamps le positionne sur le côté droit, mais il est défenseur central, je crois même axe gauche, si je ne dis pas de bêtises, on va peut-être me corriger dans le chat, mais il me semble que c'est axe gauche dans une défense à 3. Donc il est capable, il a cette possibilité, il a déjà joué dans l'axe. Une charnière 100% tricolore, pourquoi pas. Lucas Hernandez dans une défense à 3. Ça serait beau au Bayern. C'est marrant que les latéraux de l'équipe de France jouent défense centrale. Ça serait beau. Et Coman ? Excuse-moi. Coman. Coman, Tolisso, il y a du monde encore. Sur Tolisso, c'est dur de prendre une place sur Kimmich et Goretzka quand même. C'est un peu plus dur. Mais Coman, je pense que sur Sané... À la place de Sané. Je revoyais cette petite photo, je vais aller la rechercher. Si j'arrive à la choper, bougez pas. On voyait tous les Français qui étaient en mode... Coman, Lucas, non, mais c'est vrai. Je regardais... C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Arsenal. Alors qu'à l'époque, ils n'aimaient pas trop les... Ils sont... Il y a un truc quand même sur la photo. Mais désolé, j'étais obligé. Mais pour parler du cas Pavard, tu as raison de parler, je pense, de Bounassar, parce que est-ce que Benjamin Pavard a été la réelle solution depuis son arrivée au Bayern Munich ? J'en suis pas sûr. Et on parlait tout à l'heure des questions de recrutement, on parlait de ce numéro 2 à Robert Lewandowski qui est Eric Choupo-Moting. Est-ce que le problème de Pavard, c'est pas aussi d'avoir un numéro 2 qui est complètement dans son ombre en la présence de Bounassar ? Moi, c'est la vraie question que je me pose. C'est-à-dire que quand on lit un petit peu la presse allemande, quand on regarde surtout la revue de presse en fait de Alex même, on se rend compte que Benjamin Pavard n'a jamais été une solution fixe et qui a convaincu tout le monde du côté du Bayern Munich. Mais on n'a jamais voulu non plus le mettre en concurrence. Ça a été l'un des gros désaccords entre la direction sportive et l'entraîneur. Quand Pavard arrive, il y a Kimmich qui joue latéral droit. C'est vrai. C'est son repositionnement qui donne aussi la possibilité à Pavard d'être titulaire indiscutable à droite par manque de concurrence. C'est vrai. Mais on a aussi mis, Flick avait mis par exemple Zoule, latéral droit, parce que Pavard a une saison aussi difficile, touché par le Covid, il s'est fait un ligament aussi en début d'été, ça a perturbé un peu sa préparation. On va pas être trop dur non plus avec Benjamin Pavard, mais en tout cas en Allemagne, j'ai la sensation qu'on ne le considère pas comme une solution fixe et sécu. Nico en régie, est-ce qu'on peut se repasser un petit coup de bigot à Pablo Polo ? Il est là ? Magnifique. Pablo ? Magnifique. Bonsoir. Pablo. Mi-temps. Tom, tu me confirmes la mi-temps, Real Madrid ? Ouais. Mi-temps, toujours 0-0 dans ce match, malgré 13 tirs pour le Real Madrid et 3 énormes arrêts du gardien de Sasuna, Herrera. Bon, Pablo, comment ça se passe cette première période du Real ? Et on pense à la projection et de ce match retour face à Chelsea en Ligue des Champions mercredi prochain. Bon, on confirme un peu de tout ce qu'on avait parlé avant, la difficulté du Real Madrid pour marquer, pour faire des buts. Il y a eu des occasions, c'était une bonne première mi-temps du Real Madrid. Il y a eu les contrôles, il y a eu des occasions, mais malgré tout, si Karim Benzema ne marque pas, c'est difficile. Les 2 derniers matchs nuls qu'il a fait le Real Madrid face à Getafe et Betis, Karim Benzema n'a pas marqué. Et alors, il va falloir faire un
gros effort la deuxième mi-temps pour gagner le match, le Real Madrid. Et il aurait aimé, je pense, le Real marquer dans la première mi-temps pour contrôler les matchs et faire des remplacements Zidane et donner des minutes à des autres joueurs et penser à Chelsea. Mais ça va être difficile, comme toujours. Le Real Madrid a une énorme difficulté normalement pour gagner ces matchs. Je te pose une question sur Eden Hazard. Je vais vous montrer là juste Très derrière. bien. Je suis en train de zoomer sur les 45 premières minutes d'Eden Hazard dans ce match. Il t'a plu? Parce que je sais que tu es un bon critique sur les prestations des joueurs. Donc, est-ce qu'il t'a plu, le Belge? Ouais. Parce que on va pas découvrir Eden Hazard, la qualité des Hazard, c'est extraordinaire. Et il a fait une bonne première mi-temps. C'est les points positifs, je dirais, de cette première mi-temps. Je vois Hazard important à Chelsea parce que il trouve toujours Karim Benzema, il trouve Asensio. Il a pu marquer un but vraiment, une occasion. Et l'arrêt de Herrera, c'était extraordinaire. Mais bon, positif parce qu'on le voit toujours dans le jeu et très tôt participe beaucoup dans le jeu du Real Madrid. Je vous montre la zone d'influence de Karim. C'est le lapsus, ça, révélateur. D'Eden Hazard sur ses 45 premières minutes, avec cette zone logiquement d'influence caractéristique sur le côté gauche. Donc pour l'instant, une bonne note pour Eden Hazard. Hein. Ouais, je dirais Hazard et Militao très bien aussi. Il a eu une occasion pour marquer un but. Militao au milieu. Blanco, le jeune. Le petit Blanco, ouais. Toujours très positif. Ouais, très bien. Pas extraordinaire, mais bon, il a fait son boulot. Et après, je dirais offensivement, Eden Hazard, oui, parce que Vinicius n'arrive pas à trouver des buts, n'arrive pas à faire des occasions, Asensio non plus. Et la pression, c'est que ou bien Hazard ou bien Benzema devront marquer un but, faire la différence ce soir face à Osasuna. Match de Varane? Pas mal. Pas au niveau de Militao encore, mais pas mal. Il a défensivement bien, pas participé beaucoup en attaque, mais bien en défense. Et tu me tends la perche du coup, Pablo, on en a déjà parlé tous les deux, on l'a évoqué comme ça rapidement, mais vraisemblablement, le futur au Real Madrid pourrait s'écrire sans la paire Ramos-Varane. On l'a compris, hein, Ramos est en pleine discussion avec Florentino Pérez. Varane retarde également les échéances sur les prolongations de contrat. Et dans le même temps, Militant est en train, ça y est, de sortir la tête de l'eau. Nacho est plutôt pas mal. Est-ce que c'est la fin de la paire Ramos-Varane? Oui, je pense. Et tu oublies une chose importante. C'est l'arrivée de Alaba. C'est pas officiel, mais je pense que 90% que Alaba va venir au Real Madrid. C'est un défenseur central très important. Et avec l'expérience, il vient pour être évidemment titulaire au Real Madrid. Alors, je trouve difficile de garder le 2 central qui était vraiment extraordinaire des dernières années au Real Madrid. Varane, Ramos, je pense que l'un de deux pourrait partir à la fin de saison. Oui. Alaba, tu nous confirmes, parce qu'effectivement, on était en train d'échanger avec Hardy Hasselbrook, notre copain de kicker. Alaba, selon toi, ça y est, réglé, direction Real Madrid? Je pense, oui. Je pense que ce n'est pas officiel, mais je dirais 95% de possibilité de venir au Real Madrid. Il faut le faire qu'officiel, les deux clubs. Je vous montre ça parce qu'effectivement le Bayern s'est concentré sur Upamecano, ayant travaillé sur la jeunesse avec, regardez ça c'est l'âge que je vous ai ajouté, Zoule qui serait le plus vieux, qui resterait oui ou non, on verra en fonction de ce que nous disait Hardy, 25 ans, Lucas Hernandez 24 ans, Upamecano c'est 22 et il y a la petite perle, la Nyonzu, 18 ans, véritable pépite, Bayern Munich. Voici comment se constituerait l'ossature défensive centrale du Bayern Munich pour les prochaines saisons. Pablo, avant de te laisser partir sur la deuxième, il y a la place dans le vestiaire pour Mbappé ou pas? Évidemment qu'il y a une place. Il attend tout le monde au Real Madrid, Kylian Mbappé. C'est chaud ça quand même. Hein, c'est le bon petit dossier tous les jours. Hein. Tous les jours, on se dit bon, Mbappé oui, Mbappé non. Est-ce que d'après toi, ça va se jouer sur l'élimination ou non du Paris Saint-Germain ou la qualification du club parisien? D'après toi, ça se joue là? Je pense que non, vraiment, Kylian Mbappé, à mon avis, quoi qu'il se passe au PSG, mon impression, c'est qu'il veut venir au Real Madrid. Je ne sais pas si cette saison ou la prochaine, quand il a terminé son contrat et est arrivé libre, ou son contrat, évidemment,
ou cet été. Mais il faudra évidemment trouver un accord avec le PSG. Ça va être difficile parce que ça va être cher. Le Real Madrid, économiquement, maintenant, il y a des difficultés pour le Real, évidemment. La dernière, s'il te plaît. Dans ce Final Four, tu vois qui est les champions là? Avec la victoire de l'Atlético, victoire ultra importante qui paraît comme ça anodine, mais ce 1-0 face à Elche est sans doute très très important avant le choc face au Barça. Maintenant, c'est le Real Madrid qui a les cartes en main, hein, normalement, puisqu'il y a ce choc frontal. Il y a le match face à Séville la semaine prochaine, aussi capital pour le Real. En attendant, il faut s'imposer aujourd'hui. Oui, je donne un peu favori à Atlético Madrid, même si l'impression qu'il a, il a toujours d'énormes difficultés pour gagner le match, mais il est premier, il est leader, il a 5 points d'avance par la somme 4 parce qu'il y a un match nul à Madrid. Mais il a cet petit avantage, évidemment, il est leader, il a 2 points d'avantage par rapport au Barcelone et Real Madrid. Je pense que ça va être décisif la prochaine journée. Il ne faut pas oublier Séville, Madrid face Séville, Barça face Atlético Madrid. La journée, je pense que ça sera décisif pour voir un peu le favori vraiment pour cette Liga d'Espagne. Pablo, eres un crack. Un crack. Non, vosotros. Un crack. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On se dit à demain. Hein. Maintenant, je te lâche plus, Pablo. Ouais, à demain, hasta mañana. Et bonne deuxième mi-temps pour ce match du Real Madrid. Les amis, vous pensez quoi j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure sur Hazard. C'est la gestion de Zidane, moi, que je trouve intéressante sur le cas Hazard. Parce qu'il a, on l'a vu, alors il est déjà arrivé, et tout le monde le sait, mais dans des conditions physiques qui étaient assez très compliquées. Il s'est blessé, beaucoup blessé, rechute, etc. Et là, Zidane a vraiment pris le temps de le faire revenir, et ça, je trouve ça très très intéressant. Et on voit d'ailleurs il avait l'air très très affûté, en tout cas quand on l'a vu jouer rentrer en Ligue des Champions cette semaine. Je trouve ça très intéressant ce que Zidane a mis en place avec Hazard. À voir si ça va tenir, on le souhaite en tout cas. Il y a la concurrence maintenant, parce que Vinicius, entre-temps, il a marqué des points. Ouais, c'est vrai. Il a tranquillement découvert le plus haut niveau avec la Champions League. Encore irrégulier, il apprend, il est en apprentissage, il est jeune, il y a Rodrigo derrière, donc... Hazard, bon là il a cette fin de saison avec le championnat d'Europe, mais c'est surtout sur la saison prochaine où il va falloir, je pense qu'il n'y peut rien, ou peut-être qu'il y peut quelque chose, j'en sais rien, mais au niveau des blessures, encore une fois, et Eden Hazard, il faudrait le voir. Tu penses qu'il ne peut rien Hazard lui-même Je ne connais pas vraiment son niveau de vie. Il y a Fatih qui nous dit, et Fatih 404 qui nous dit Hamza crack, Hazard flop. J'aimerais bien être au Real alors. D'ailleurs, Fatih 404 avait aussi dit Hazard est le plus gros flop de l'histoire du Real depuis Antonio Cassano. On se souvient qu'il venait de la Roma à l'époque. Je pense que Hazard est arrivé un peu trop tard. Il y a 2 ans, s'il était venu à Madrid il y a 2 ans, je pense que ça aurait mieux marché pour lui. Je vous passe un message là aussi, parce que je ne sais pas si c'est Fatih qui me disait ça. Effectivement, je me frotte tout le temps les mains. C'est pas qu'il caille sur le plateau, hein, bien au contraire. Hein. C'est une habitude, c'est comme ça. Je suis un gars du Sud et je parle beaucoup avec les mains. Mais je vais les garder dans le dos un petit peu. Est-ce que c'est reparti sur le Real ou pas, Tom ? Non, c'est pas encore reparti. On peut faire le point sur Lille qui mène toujours 1-0 avec le but de Yilmaz. Donc ils sont toujours premiers et ils dominent carrément la première mi-temps vu que Nice a tiré exactement 0 faux but. Donc voilà, Lille tranquillement leader pour le moment. Antoine, tu as des petites cotes à me... Ouais, vas-y. Alors actuellement, le Real est toujours favori à 1,40. Le match nul est à 2,88 et la victoire d'Osasuna est à 7,50. Je mets un 40. Je mets un 40, c'est de moins un petit buteur côté Real Madrid, tu as ? Moi, je reste toujours sur Hazard. Hazard ? 50 prochain toujours buteur. À 6,50 ? Toujours à 6,50. Et Benzema ? Benzema... On n'a pas été élevé la cote. Je pense qu'elle est un peu plus basse, elle est à 3,40. 3,40 ? Ça va, bah oui. C'est pas mal quand même. Je pense qu'il y a quelque chose à mettre dessus. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai retrouvé, là, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, Donnarumma, là. Vous avez vu ce qui se passe, hein, Donnarumma. Agent Raiola, et lui, il se frotte les mains. Vous voyez, je viens de me frotter les mains. Lui, Raiola, il se frotte les mains. Ça, c'est clair. La photo était bonne parce qu'avec ses 2 mains comme ça pour 10, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En ce moment, il est entre 6 et 7 du côté de l'AC Milan. C'est le boom qu'il avait fait parce que c'est un jeune gardien promu par le
par le club, donc il a mis un peu de temps avant d'avoir de grosses sommes. Il en a eu une d'un coup entre 2016 et 2017. Et puis là, le gars, il dit voilà, maintenant ça suffit, je suis le gardien international de l'équipe italienne, je veux 10, entre 10 et 12. Voilà, il veut entre 10 et 12, avec une grosse prime à Mino Raiola. Et la Juve est passée par là pour lui dire bonhomme, viens chez nous. Vous savez qu'il y a une guerre également interne en Italie pour avoir les joueurs de la sélection. Les grands clubs veulent les joueurs de la sélection chez eux. C'est une guerre qu'on ne connaît pas trop d'ailleurs en France. En Italie, c'est réel, c'est le cas. Ils veulent l'ami Donnarumma. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là ? J'ai un peu peur qu'il en prenne vraiment pour son grade. Vous avez vu dernièrement, ça commence à chauffer. Les supporters l'appellent maintenant Dollar-Ruma au lieu de Donnarumma. Dernier match où ils ont pris une valise contre la Lazio. Il a fini le match en rigolant avec Pepe Reina, le gardien adverse. Les supporters, lui, sont tombés dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là ? Le problème, c'est qu'on l'a toujours présenté comme un clubiste. Oui, c'est vrai. Un peu le successeur de Maldini, le garçon qui allait faire toute sa carrière, bien sûr, au Milan AC. Et du coup, la situation, elle est peu compréhensible, d'autant plus que c'est Mino Raiola qui est derrière, comme tu l'as dit, Alex, et qui a une célèbre phrase quand on parle de Mino Raiola, qui dit généralement, les clients de Raiola ne se retrouvent pas toujours dans le bon club au bon moment. Et ça va être toute la question pour Donnarumma, parce qu'on sait, alors c'est vrai qu'il y a la Juve, historiquement, on dit en Italie que, c'est d'ailleurs les gens qui détestent la Juve, donc les supporters des autres clubs, disent oui, mais la Juve vient faire son marché en Italie, c'est pour ça qu'ils sont champions tous les ans. Donc ça énerve énormément, bien sûr, les autres supporters italiens. Mais surtout, il y a l'Angleterre aujourd'hui qui lui fait les yeux doux. Est-ce que Donnarumma ferait le meilleur choix quel est le choix sportif le plus intéressant pour lui ? Est-ce que ce serait pas de rester un petit peu plus longtemps au Milan AC ? Après, c'est vrai qu'il n'a toujours pas disputé un match de Ligue des Champions. Et pour le statut et l'aura qu'on lui promet depuis déjà maintenant 6 ans, puisqu'il a commencé très très tôt, Donnarumma, quelque part, c'est vrai qu'on aimerait bien le voir en Ligue des Champions un jour. Il veut rentrer dans le top 5 des gardiens les plus payés de la planète. Vous le savez, nos confrères de la Gazzetta dello Sport nous montraient ça. Actuellement, c'est De Gea à Manchester United qui est à 11,2, 11 millions d'euros à United. Neuer qui est à 9,5. Ederson à City qui est à 9. Navas au Paris Saint-Germain qui est à 7. 6,3 pour Courtois au Real Madrid. Ter Stegen est à 4,6 au FC Barcelone. Vous l'aurez compris, il veut entre 10 et 12 pour être le numéro 1. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Donnarumma est le numéro 1 qui mériterait ce type d'affaires ? Il n'est même pas dans le top 6, là, Tami. Oui, c'est pour ça. Il n'est pas dans le top 6, il ne rentre pas dedans. Regarde, ça c'est ses émoluments et Au bout d'un l'évolution de moment, ses émoluments. il faut être réaliste. Voilà ce que lui donne Milan aujourd'hui. 6, comme je vous le disais, en l'été 2017. Vous voyez que l'offre aujourd'hui est à moins de 10. On lui offrirait 8 millions d'euros et lui, vous l'aurez compris, il en veut 12. Ça, c'est sa valeur marchande actuelle qui était à 60-70 à l'été 2017, là où il a pris sa valorisation la plus forte. Et puis, elle est descendue logiquement puisqu'elle est à 0, puisqu'il est libre. Maintenant, l'ami Donnarumma. Vous mettez les 12 bars ou pas ? Non, absolument pas. Non. D'autant plus quand on est dans la situation... Non, mais quel club va mettre 12 millions pour Donnarumma ? On a mis 25 bars sur Nagelsmann. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a l'opportunité d'un jeune gardien. C'est vrai que l'Angleterre. En Angleterre, oui, mais en Angleterre, quel club en Angleterre ? Parce qu'en Angleterre, il y a énormément de bons gardiens malgré tout. Même Arsenal. C'est-à-dire que pour moi, même Mendy passe devant. Enfin, il est même pas dans le top 10 pour moi des meilleurs gardiens. On dit que De Gea à United un petit peu tensé. On dit qu'à Chelsea, Mendy, c'est pas forcément le premier choix de Tourelle, même si j'adore personnellement Edouard Mendy. Mais Manchester, ils ont Henderson, ils ont qui est en train de prendre la place en championnat. C'est l'avenir de Manchester, c'est peut-être l'avenir du football anglais. Honnêtement, je vois pas un top club aujourd'hui en Angleterre. Ah ouais. Quel intérêt pour... Il y a Boucherod qui nous dit, la question aussi, c'est de savoir si Milan est capable de fournir la Ligue des Champions à Donnarumma qui doit jouer l'élite. En fait, grosso modo, même la question de la Ligue des Champions est liée aux émoluments de Donnarumma, puisque on dit en Italie que les deux clubs qui seraient le plus impactés par une non-qualification en Ligue des Champions, c'est le Milan AC et c'est la Juventus Turin. Donc il paraît évident qu'il n'aura pas ces 12 millions si le Milan AC ne va pas au bout. Par contre, il y a un énorme projet au Milan AC, avec un groupe, on l'a dit tout à l'heure, qui est très jeune. C'est que les bases qu'a posé Pioli, bien sûr, du côté de l'AC Milan. Un nouveau stade en plus qui est en construction. Ils vont avoir besoin d'un emblème. Et Donnarumma, c'est aujourd'hui le plus grand. Ça, regardez, c'est le sourire, au terme du match face à la Lazio, avec Pepe Reina, le gardien. Voilà, c'est cette image que les tifosi de l'AC Milan n'ont pas du tout apprécié après le 3-0. Ils n'ont pas du tout aimé ce type de photo. Et donc, on l'a évoqué. Regardez, c'est Mike Maignan qui serait l'option numéro 1 pour être le gardien de l'AC Milan. Mike Maignan, option numéro 1 pour remplacer Donnarumma du côté de Milan. Ça, moi, j'adore, personnellement. Il est meilleur, hein. Moi, je le trouve meilleur. Que Donnarumma. Maignan que Donnarumma. Ouais.
J'attends de voir quand même. Oui, j'attends de voir Step by step, Cindy, gardienne de but. Oui. Ouais. Non, mais j'ai fait très longtemps. Ça a été mon premier poste. Donc, pour moi, sincèrement, Maignan, c'est comme on le disait tout à l'heure, je voulais pas le voir partir du championnat français parce que pour moi c'est une grosse qualité. Mais je trouve que c'est vraiment fort. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment. Moi, tiens, tes gardiennes, ça va être très intéressant. On dit souvent que les gardiens sont fous. Oui, c'est exactement ça. Elle est un peu ça se voit là, non? J'adore chez les gardiens. Moi, j'ai eu la chance de le commenter en U19 puis en réserve au Paris Saint-Germain quand il était jeune. Et il passait juste après Alphonse Areola. Alphonse Areola avait cette classe, avait quelque chose, ce jeu au pied, ce truc en plus. Mais Maignan avait cette folie et ce mental complètement fou. Et aujourd'hui, je suis presque pas étonné de voir Maignan capable peut-être de faire une plus belle carrière que celle d'Alphonse Areola. Je connais aussi très bien les jeunes du PSG et beaucoup la formation parisienne. Je pense que Maignan a quand même énormément progressé. Ah bien sûr, depuis. En l'ayant vu en jeune au PSG et là ce qu'il montre en ce moment à Lille, il y a eu c'est une grosse marge de progression. Mais que n'a pas eu moins eu Areola en tout cas, donc d'où le côté mental. Donc pour moi en ce moment quand même dans le top des gardiens, Donnarumma il est quand même très très loin du top 10. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gardiens qui sont devant lui. Là déjà dans le top 6 il ne rentrait pas. Il y en a un qu'on n'a pas vu dans le top 10, c'est Oblak. Voilà, Oblak. Après il y a quand même Alisson Becker quand même qui voilà. Il y a Mendy à Chelsea. Je pense que quand même il y en a beaucoup qui passent avant lui. Donc 12 millions, très gourmand. Quel sera l'avenir de Donnarumma? On verra ça dans les prochains jours. Je vous donnerai tout ça sur la revue de presse, ça c'est sûr. Avec la Gazzetta dello Sport sur YouTube. C'est bon de faire un petit peu de pub. Vous vous abonnez, c'est gratos, la petite cloche, l'actualité. J'aime bien quand tu dis ça, la petite cloche. Et ça passe facile. Est-ce que Nico, notre ami à Barcelone, est avec nous? Oui. Super, Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport, est avec nous. Bonsoir Albert. Comment ça va, mes amis? Merci, très bien. Muchísimas gracias por estar. Merci à vous. Bon, Albert, on voulait faire le point ensemble sur toute l'actualité du Barça. Je suis en train de me caler là sur toutes les petites photos que je voulais montrer des pages intérieures du quotidien Sport. La première chose, Albert, comment ça va aujourd'hui côté Barça après la douche froide et cette défaite face à Grenade, alors que le Barça avait tout, les cartes en main pour prendre la tête de la Liga et dessiner cette fin de championnat, et patatras face à Grenade. Quelle est l'ambiance à Barcelone? Des déceptions un peu, parce que l'équipe il a eu une opportunité d'or pour se mettre au top de la classification de la table, et il a perdu cette opportunité au moment clé. Et alors, il y a eu une grosse déception. Mais on attend, le pire de tout ça, c'est que si Atlético a gagné aujourd'hui, si Madrid gagne, qu'à ce moment-là, il ne gagne pas, et si le Barça gagne demain, les matchs contre Atlético de Madrid la semaine prochaine sera clé, sera décisif. Mais le Barça, il doit gagner l'Atlético de Madrid. Mais s'il gagne l'Atlético de Madrid, il lui donnera l'option du Real Madrid de gagner la compétition, parce qu'il peut se mettre premier s'il bat le Sevilla. Alors c'est à trois journées de la fin de match, de le championnat, se mettre première, c'est un cadeau super pour le Real Madrid que le Barça ne peut pas faire. Je regardais dans les pages de Sport, là, Albert, ces derniers jours, vous avez montré cette courbe de l'écart de points avec l'Atlético Madrid pour voir une nouvelle remontada du Barça. On se souvient qu'au soir de la 11e journée, il y avait 12 points d'écart. 12 points d'écart ici avec l'Atlético Madrid. Et puis, à peu, le Barça est remonté pour revenir à -2. De façon très sincère, très pragmatique. On a posé la question à Pablo Polo à l'instant, qui voyait plus un ballottage favorable pour l'Atlético pour être champion. Albert, est-ce que le Barça a réellement un ballottage qui lui est favorable pour aller chercher ce titre? Je crois que ce qu'il a passé contre Granada, c'était trop grave. Tu ne peux pas perdre cette opportunité, et ça montre beaucoup de choses. Montre que cette équipe, peut-être, n'a pas l'esprit encore compétitif. Je ne suis pas trop optimiste.
Je regarde le calendrier avec toi, avec tout le monde ici sur le plateau. Il y a effectivement ce match face à l'Atlético Madrid. Il y a le match demain à Valence. Attention, hein, c'est chez moi ça, donc attention. Levante ensuite, le Celta Vigo et Eibar. La fin du championnat, elle semble effectivement plus... allez, entre guillemets, facile pour le Barça, même si le Celta est une grosse équipe aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, effectivement, Koeman n'est pas dans une situation aussi sereine qu'on pouvait l'imaginer quand Laporta est arrivé à la présidence du Barça. Tout le monde s'est dit Koeman va rester l'année prochaine. Mais finalement, Albert, tu es d'accord pour dire que le futur de Koeman au Barça n'est pas forcément assuré, hein? Bien sûr, cela va dépendre du fond de championnat ici à la compétition espagnole. On va voir qu'est-ce qu'il va faire le Barça, s'il va gagner ou pas. Et c'est important aussi, s'il ne gagne pas le Barça, qui gagne? Parce que s'il gagne le Madrid, c'est pire que s'il gagne l'Atlético de Madrid, la compétition. Et alors, pour moi, la continuité de Koeman n'est pas assurée. Il a de bons rapports, de bonnes relations avec les joueurs, mais ce n'est pas super aimé. Il n'a pas le quorum dans le vestiaire pour reivindiquer sa continuité. Il y a les résultats qu'il y a jusqu'à la fin de saison. Et il a réuni ces joueurs-là avant le match de demain. Je le montre, c'était dans les pages intérieures là aujourd'hui avec Dura Autocritica. C'était le titre avec effectivement cette charla, cette discussion qu'il y a eu de Koeman avec son groupe. On rappelle, c'est un signe assez fort. Il a été exclu dans ce match face à Grenade. C'est assez rare de voir ça. Est-ce que c'est une somme de préjudice qui aujourd'hui fait que Laporta pourrait, oui ou non, chercher un nouvel entraîneur? Et si tel est le cas, quel pourrait être le profil aujourd'hui pour être l'entraîneur du Barça, Albert? On doit revoir, on doit examiner qu'est-ce qu'il a fait Laporta aux dernières années quand il était président. Et tu peux voir, il est allé chercher Frank Rijkaard, qu'il avait descendu, je crois, de catégorie à Hollande avec le Sparta de Rotterdam, et il n'avait fait presque rien avec l'équipe nationale néerlandaise. Et il l'a mis dans les banquettes du Football Club Barcelone, il l'a fait très bien. Après, de lui, il est venu Pep Guardiola, un ex-joueur qui l'avait fait une saison dans la 6e ou 5e division espagnole avec le Barça B. Mais à ce moment-là, c'est pas Laporte qui a mis dans la place de coach Ronald Koeman. Et c'est pas son projet, il est l'héritier d'un projet d'un autre. Et Laporte, il veut mettre son comment ça s'appelle en français, son sello, sa marque de fabrique. C'est sa marque dans l'équipe. Et je crois que il essaye, quand il peut, il essayera de mettre quelqu'un d'inconnu. Et du coup, d'inconnu, ça c'est intéressant. Et du coup, sur le chat, Albert, il y a beaucoup de questions, tu t'en doutes, sur les grands noms ici qui en France résonnent. Xavi, Puyol, est-ce que Puyol va revenir au Barça? Est-ce que oui ou non, Xavi sera l'entraîneur du Barça comme tout le monde l'attend ici en France? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel à Barcelone? Puyol, il ne le veut pas. Il ne le sera pas. Xavi veut, mais comme Xavi, il avait le compromis avec Victor Font, que c'était un autre candidat à la sélection du club. Laporte, il ne l'aime pas beaucoup. Pour Laporte, si Xavi vient, c'est pour être le coach du Barça B, pas de première équipe. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne va pas venir. Je ne sais pas ce que fera Xavi, mais on va voir. Et je crois qu'ici, il ne viendra pas. Peut-être à Paris.
parce qu'il est qatarien. Ah J'aime bien ce type d'infos. Et du coup, tu me tends la perche, Albert, et je vais te parler du gros dossier. Dis-moi, est-ce que tu as des petites infos là? Parce que je sais que tu as la rédaction de Sport. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Neymar? Qu'est-ce qu'on fait avec Neymar? Il revient ou pas? Est-ce que vous disiez dans les colonnes de Sport qu'il était en train de dar largas? Il faisait attendre pour la prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et on dit ici qu'il est bien à Paris, blablabla, blablabla, mais finalement rien d'officiel. La volonté du club, c'est qu'il vient. La volonté du vestiaire aussi. Et hier soir, par exemple, on m'a dit que les négociations, ils avancent, ils vont bien. Mais je crois qu'on me disait entre les joueurs et les clubs, pas avec le PSG, pas entre Barça et PSG. Je crois que c'est un témérité à ce moment-là, quand le PSG est dans la situation qu'il est, qu'il peut gagner la Ligue des Champions, qu'il peut gagner la Ligue. Le Barça aussi, il ne sait pas encore combien d'argent il va avoir pour acheter des joueurs, parce qu'il y a à ce moment-là une auditoria, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. Un audit. C'est audit, c'est ça. Et le club, il est dépendant des résultats de cet audit pour savoir combien d'argent il va avoir pour signer des joueurs. Je crois que tout ça, va passer, il sera comme un couleuvron, je crois. Et je te pose cette dernière question, Albert. On en reparlera demain également, parce que demain, je sais que nous serons de nouveau présents. Antoine Griezmann a marqué des points ces derniers temps. Il semble entrer dans les plans de Koeman, mais bon, si Koeman venait à partir, quid d'Antoine Griezmann? Est-ce qu'il est aujourd'hui en position favorable ou encore sur l'équilibre? Ou défavorable. C'est pas le problème pour le Barça de Griezmann, c'est son salaire, c'est super. Je crois qu'il touche 25 millions d'euros. Alors ces joueurs, ils ne peuvent pas aller à l'Angleterre parce qu'au reste du monde, on ne peut pas payer ça au Paris. Et il n'a pas beaucoup d'options pour partir. Si le Barça il veut signer des joueurs en attaque, et pour signer des joueurs en attaque, il doit vendre. Et Griezmann, peut-être, est une de ces options. Dembélé, peut-être l'autre. C'est l'autre. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va passer avec lui, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas quoi te dire, parce qu'on doit attendre. On doit attendre la possibilité du marché, qu'est-ce qu'il offre les autres clubs, s'il a l'intérêt ou non d'autres clubs. On va voir. Perfecto. Albert, magnifique. Magnifique point ce soir. Demain, le Barça gagne à Valence ou pas? Attention. On va souffrir. Ah oui, bien sûr. Je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire qu'on va gagner. Albert Masnou avec nous, grande plume du quotidien Sport. Merci Albert et à demain. À demain. Hasta mañana, gracias. Les amis, vous pensez quoi de la situation de Neymar là? Ça, c'était effectivement c'est Ney qui fait traîner le Paris Saint-Germain. Pour vous, il s'en va ou il s'en va pas? Il s'en va ou il s'en va pas? Je pense qu'il va rester. Il s'en va? Il va rester. C'est vrai? Ah ça, tu penses qu'il reste? Je pense qu'il va rester et Mbappé va partir, donc du coup... Mbappé s'en va pour toi? Ouais, pour moi, Mbappé il va au Real, c'est sûr. Ouais. Et pour moi, Neymar il reste comme ça sera de plus la star numéro 1 du PSG encore plus. Quoi. Neymar il reste. Neymar reste, Mbappé s'en va. Ça me dérange pas. Je ne sais pas si l'inconnu dans l'équation, c'est pas le cas de Messi, parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi une question d'argent qui va entrer en ligne de compte. Tu as raison. Et je vois pas comment Barcelone peut faire revenir Neymar, garder Messi, recruter Lukaku, Lautaro. Tranquillement, j'ai un petit peu du mal à y croire, donc j'aurais tendance à penser que Neymar va rester au Paris Saint-Germain.
Je fais un tout petit break. Deuxième but du LOSC, non? Ouais, deuxième À but 10, du hein. LOSC, deuxième frappe cadrée, deuxième but. Un but incroyable de Selic, une demi-volée. Bon, on n'a pas l'habitude de le voir à ce poste-là. Le LOSC qui a 11 contre 10 depuis maintenant 10 minutes, après que Lotomba se soit fait expulser. Lui qui a fait en première mi-temps un tacle assassin sur Bamba, puis il a continué en deuxième mi-temps, donc direction les vestiaires. Il y avait une bonne cote ou pas pour le buteur? Célic était coté à 20. 20. Prochain buteur, Célic était à 20. Ah, les amis, à 20, la cote à 20, quoi. La cote à 20. 10 Euros balles, pour les 200 balles. 200. Incroyable. Hamza, pardon, je t'ai coupé. Neymar, je le vois aussi rester. Je pense qu'il a tout intérêt aujourd'hui à rester au Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à garder Neymar, à construire autour de Neymar. Alors après, Donc tu enlèves Mbappé ou tu... j'ai pas les j'ai pas les données économiques aussi bien du Paris Saint-Germain que Et ça, de la tu fais potentielle offre du Real. Oui, et Messi, et Lukaku et Lautaro. Non, mais D'un point de vue tu peux pas, ouais. honnêtement, tu peux pas. Aucun club au monde, s'il a les moyens, ne peut se permettre de refuser Lionel Messi. Mais en tant qu'amoureux du football, c'est ça le prisme, notre prisme de lecture, il est là. Est-ce que voir Messi au Paris Saint-Germain, est-ce que quelque part, ce serait pas quelque chose de triste en soi? Même si Mais moi, j'ai je suis envie de te premier dire- à lui avoir reproché de ne jamais avoir quitté le Barça. T'es pas Et le prêt. voir au PSG, Je pense que Paris ou autre club, t'es pas prêt, on n'est pas prêt à voir Lionel Messi. Ouais, ailleurs, Autre ouais. maillot Ouais. que le Barça. Donc que ce soit le PSG, que ce soit Manchester City, Mm. que ce soit peu importe le club, finalement, il y aura un sentiment étrange, bizarre. Et bout d'un moment, les les amis, coups de je vous rappelle que dans quelques instants, Maglo toute est l'équipe de NBA vous attend. Hein. Dans Reste quelques parti. minutes, 22h30, toute l'équipe NBA avec First Team vous attend pour l'émission de ce samedi soir. Question aussi sur Antoine Griezmann. Vous avez entendu Albert. Là aussi, il y a de l'indécision. Ah, ça, elle est assez vive là. Griezmann, il reste ou pas? Ouais, il va rester. Il reste au Barça. Oui, il va rester. Il est bien. Par rapport là, au ça y est, salaire, c'est ce que tu évoques? Non, non, du tout, du tout. Non, autre Ça y chose est, là, il fait en sorte d'être bien. Il est bien, ne serait-ce que l'entente avec Messi, ça se passe super bien. Donc du coup, là, je pense que il va rester. Ah, moi, il reste là-bas. Il reste au Barça. Ouais, il reste au Barça. Il est bien avec Messi. C'est vrai que l'entente, elle est mieux. C'est de mieux en mieux. Après, c'est moi la question, je pense que c'est Dembélé. Est-ce qu'ils vont le garder ou pas? On va en parler demain, ça, à Albert, on va lui envoyer la patate chaude. J'ai l'info que Ramos signe au PSG. Que Sergio Ramos signe au Ah Paris oui, Saint-Germain? Ils en veulent plus au Real. Moi, je pense aussi. Nous, on l'accueille les bras ouverts. Hein. Moi, je pense aussi que Pérez veut se délester de Sergio Ramos. C'est un avis très personnel et je pense qu'il veut vraiment s'en délester et qu'il veut faire autre chose avec lui. Griezmann, les gars? Comme pour Neymar et le PSG, je pense que Griezmann a intérêt à rester au Barça et le Barça a intérêt à conserver Antoine Griezmann. Effectivement, il commence petit à petit à trouver sa place dans le collectif. Et puis, on nous a vendu quelque chose, mais footballistiquement parlant, aujourd'hui, Messi, Griezmann, ça parle le même football, quoi. Alors, Il y a eu un temps d'adaptation, mais ça parle le même football. C'est vrai qu'il y a eu un temps d'adaptation. On voit aussi que Coman s'appuie beaucoup aussi sur la Masia, enfin par rapport à Oui, ses c'est vrai. prédécesseurs, C'est vrai. et qu'on voit aussi certains joueurs éclore. Alors pas du niveau encore aujourd'hui d'Antoine Griezmann. Voilà, J'ai jamais c'est vrai. compris ce move, j'avoue, d'Antoine Griezmann de quitter l'Atlético pour rejoindre le Barça. Après, tu l'as dit, vous l'avez tous dit ici. Moi, j'ai l'impression qu'il se Thierry Henryise, c'est-à-dire qu'il Ah oui. se met au service, il se met véritablement au service, en tout cas du collectif, comme il l'a fait depuis le début, mais de manière beaucoup plus réussie, en tout cas, tu l'as dit, dans sa relation avec Messi. Si j'étais supporter du Barça, je ne ferais pas d'Antoine Griezmann une priorité, en tout cas parmi les joueurs qui doivent rester. On lance le sujet de demain là, sur Dembélé pour terminer cette émission aujourd'hui. Je vous montre là, les dernières parutions là, de la presse avec... c'est un peu montagne russe, hein, Dembélé, sur ces derniers temps de passage, avec des buts effectivement qui ont marqué, notamment ce but face à Valladolid 1-0, qui avait été ultra important. Du coup, on avait parlé d'une offre pour 3 ans de plus qu'aurait repoussé pour l'instant Dembélé. En tout cas, n'y aurait pas répondu favorablement. Joueur très installé. On a ensuite avancé le fait qu'il serait peut-être dans le puzzle, dans un échange par rapport aux arrivées possibles de Messi en échange avec Neymar. Dans le puzzle Neymar, la présence, vous le voyez, de Dembélé. Et donc cette prolongation qui se enfria, qui se refroidit. On se pose vraiment des questions jusqu'à cette une forte de Sport. C'est de ça qu'on parlera notamment demain avec Albert. Il serait sur la rampe de sortie et sur la liste des sortants du Barça pour faire du cash côté FC Barcelone. Dembélé, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est valable aujourd'hui. La situation économique dans le football est telle qu'un joueur libre dans un an, je vois pas là aussi un club poser 50 plaques sur Ousmane Dembélé ou peu importe le joueur. Vous voyez que le Barça refuserait toute offre en dessous effectivement des 50 millions d'euros. 50 millions d'euros sur Dembélé.
Il sort de sa meilleure saison avec le FC Barcelone. Alors forcément, les précédentes étaient pas bonnes où il était blessé, donc c'est pas si difficile que ça. Mais moi, je trouve une vraie progression, beaucoup plus de travail défensif, notamment de sa part, beaucoup moins de déchets techniques. Ouais. On a retrouvé un Dembélé très percutant, comme on le connaissait du côté de Rennes, comme on le connaissait aussi du côté de Dortmund. Et Koeman l'a fait jouer dans l'axe, à 2 attaquants à côté de Messi. Il l'a fait jouer sur un côté. La grande question, c'est quand Ansu Fati va revenir, quels seront les choix de l'entraîneur? D'autant qu'effectivement, le Barça a choisi dans le même temps, vous le voyez, de blinder Ansu Fati. Vous l'aurez compris, on va travailler sur des salaires plus bas, des joueurs sortis du cru. On va régénérer quelque chose et donc l'ami Ousmane Dembélé serait sortant. À Marseille, Dembélé ou pas? Ça. En prêt. Après, pourquoi pas, ouais. Pas mal le prêt. Mais non, mais ça va être compliqué pour lui. Sincèrement, pour... Je ne sais pas quel club réellement on pourra mettre autant pour ce joueur. C'est ce qui revient beaucoup dans le chat d'ailleurs, c'est que les blessures à répétition font beaucoup trop peur à des clubs aujourd'hui pour pouvoir miser dessus. L'hygiène de vie, ça. Les bookmakers, eux, misent sur une arrivée en Angleterre. On parle de Manchester United ou Chelsea. Ce serait assez marrant de le voir dans un championnat encore plus physique. Il a beaucoup travaillé physiquement, Ousmane Dembélé. Il est maintenant accompagné d'un kiné, d'un préparateur physique aussi individuel, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et pour avoir quelques échos au sein notamment du staff de l'équipe de France, autant ça a été un reproche qui a pu lui être fait le côté hygiène de vie, autant maintenant on a vu aussi une certaine transformation de la part dans son travail invisible notamment. Il a encore raté beaucoup de matchs cette année, quoi. Donc tu le laisses sur la sortie, tu le vois quitter le Barça. Ouais, après c'est vrai qui va mettre les 50 millions. Après oui, pourquoi pas Manchester United, pourquoi pas, mais bon, 50 millions c'est quelque chose quand même. Tu le vois en première ligue? Ça lui ferait du bien, je pense, de voir autre chose. Il a vu l'Allemagne, il a vu la France et l'Espagne. Allemagne. Bye bye. On se fait un petit point sur les matchs. Où est-ce qu'on en est, Tom? Le match du LOSC face à Nice pour préserver sa première place. Ouais, le LOSC est toujours bien parti, 2-0. Il mène tranquillement la danse. Un peu plus d'inquiétude du côté du Real Madrid qui, à la 68e minute, tient toujours ce match nul 0-0 contre Osasuna. Et surtout, c'est une domination stérile. Déjà 16 tirs dans ce match, seulement 3 cadrés. Donc c'était un peu l'inquiétude que nous donnait notre correspondant à Madrid, ne pas pouvoir marquer, c'est un peu le problème qu'on voit ce soir. 3 minutes, nous a dit Nico, vous avez entendu, 3 minutes, et dans 3 minutes la NBA. Dans 3 minutes la NBA, toute l'équipe autour de Erwan et Thomas pour vous faire vivre de nouveau et échanger sur toute l'actualité NBA. Je veux finir avec le LOSC, effectivement, parce que je veux avoir notamment ton avis, Manu, sur ce qu'a produit Lille là, et ce très bon travail. Pour toi, ils vont au bout? Lille va au bout pour toi ou pas? Encore une fois, j'aime bien m'appuyer sur les éléments de scénario et notamment ce qui s'est passé contre le club de cœur de Tom dimanche dernier. Olympique Lyonnais. Et j'ai la sensation qu'en effet, quand on voit ce genre de scénario, il y a quelque chose qui se passe du côté du LOSC. Ça dépendra aussi surtout du Paris Saint-Germain et peut-être de l'avenir aussi du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voir comment ça va gérer, comment on va négocier ça. Mais moi, cette équipe de Lille me plaît beaucoup. Et pourtant, j'étais l'un de ceux qui a critiqué beaucoup Galtier lorsqu'il était à Saint-Etienne. Je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup évolué dans sa manière de vivre le foot, de le consommer et sans doute de le remettre en application derrière. Ça serait un superbe message en tout cas envoyé à la France si c'était le LOSC qui venait l'emporter. Ça c'est le calendrier, je vous le rappelle, de ces dernières journées avec, sans compter les résultats du jour, je vous ai mis la 34e journée avec effectivement cette victoire sur l'OL qui est très certainement décisive pour ce titre. Il resterait derrière, puisque là on va cocher la victoire pour les Lillois, Lens, Saint-Étienne et Angers. Lens, Saint-Étienne et Angers. Hamza, les Lillois sont champions? Depuis 3 mois, je pense à Monaco. On va y rester fidèle au Monégasque jusqu'au bout. Mais effectivement, Lille marque de gros points. La victoire face au PSG, je la trouve quand même assez impressionnante. Pas au niveau du contenu, mais le fait d'aller gagner au Parc des Princes. Alors certes, ils ont des difficultés, on les a vues cette saison au Parc des Princes, face à toutes les grosses équipes en France et en Europe. Mais c'est quand même fort pour un club qui n'a pas l'habitude de jouer le titre, d'aller s'imposer au Parc. La petite musique est là. On va tranquillement refermer cette première édition du Ruiz Club Weekend. On va se donner rendez-vous également donc demain, même heure, 20h30. On poussera peut-être jusqu'à 23 pour aller jusqu'au terme des matchs. Tom, on refait rapidement le point. Real Madrid 0-0. 0-0, ça n'a pas bougé. Et le LOSC mène toujours 2-0. Voilà pour les points de score. Antoine, on se fera un point sur les cotes, hein, toujours. Le Real Madrid est à 1,91. 1,91. La tendance se resserre. Le match nul est à 2. Et la victoire de Osasuna est à 7,50. Ah ça Cindy, merci à toutes les deux. Merci à vous infiniment de nous avoir offert cet éclairage sur le ballon. Allez l'OM et allez Paris, j'ai bien compris. Hein.
Les sœurs jumelles. Ok. Manu, Monsieur Hamza, merci à tous les deux. Merci Alex. Et merci à l'équipe de First Team de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Antoine Mercier, Monsieur Tom, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe en régie avec Nico, Latifa, Jérémy, Thomas. Merci à vous tous d'avoir participé avec le chat. On se donne rendez-vous, nous, demain 20h30. On continue l'équipe NBA qui nous attend. Vous ne bougez pas.